Voilà, vous avez vu un peu cette magnifique brochette. Voilà, eh bien, c'est l'ensemble des responsables des pôles carrières qui vous ont organisé ce matin cette matinale sur l'emploi en 2014. Alors, on est très heureux de vous voir ici dans cette salle. Vous avez compris que vous représentiez les 16 écoles qui ont co-organisé cette manifestation. Et vous savez que notre structure s'appelle justement le G16+ Carriers. Donc ça tombe très bien. Et donc je voudrais non seulement vous saluer, mais je voudrais également saluer tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à distance, puisque cette manifestation est également retransmise en streaming pour tous ceux qui sont en région ou pour ceux qui sont à l'international. Alors je crois, mais je sais, ma collègue va vous dire, en plus cette manifestation est live tweetée et Audrey Marzouk va vous donner effectivement l'indication pour ce live tweet. Oui, bonjour à tous. Pour ceux qui nous suivent et pour aussi ceux dans la salle, vous pouvez poser vos questions avec le hashtag emploi 2014. Comme ça, on pourra vous pouvez nous donner vos commentaires. Merci. Voilà, eh bien écoutez, on démarre tout de suite et on laisse la place à l'étage au-dessus et à Brigitte Jean-Perrin. Merci. Je crois effectivement qu'on peut les applaudir parce que c'est une très belle initiative. Bonjour, je suis Brigitte Jean-Perrin, je suis journaliste économique et je vous propose donc cette table ronde, l'emploi en 2014, quelles sont les opportunités, quelles sont les volontés et les désirs des recruteurs, quelles perspectives offre aujourd'hui le marché, avec Jean-Marie Marx, qui est directeur général de l'APEC, responsable du panel APEC 2014. Il est au bout. Bonjour Jean-Marie. Avec Christian Nègre, qui va représenter la fonction publique, toutes les fonctions publiques. Il est sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques RH au ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Un représentant de cabinet de recrutement à côté de moi, Jean-Paul Brett. Il est directeur banque et assurance du cabinet de recrutement Hudson. Et il est aussi président de Syntec, conseil en recrutement. Le regard de deux DRH, ils sont là, ils ont l'air pas bien réveillés, mais ils vont se réveiller très vite. Frédéric Gauthier, qui est directeur des ressources humaines de Dassault Systèmes, il est là, à côté de moi. Et Christophe Caudroy, qui est lui DRH du CNRS, l'aspect public, l'aspect privé. Nous allons voir tout ça avec eux. Bien sûr, vos questions vont être les bienvenues. Et il y aura en plus dans la salle quelques spécialistes, quelques experts qui pourront compléter ce que l'on aura dit en tribune, avec Albert Iribarando, qui est directeur associé du cabinet Circa et président d'IMD International Search Group, François Roux, qui est délégué général de Prisme Emploi pour l'intérim cadre, qui est en train de monter fortement, avec l'arrivée en plus d'un CDI à partir du mois prochain. Donc franchement, ce sont des renseignements assez précieux. Il y a Didier Simon de Bessac, qui est du cabinet Grant Alexander. Lui, il travaille énormément sur le réseau et il sait très bien nous décrypter ce qui se passe dans la tête des chasseurs de tête. C'est bon à savoir aussi. Et Laetitia de Montsabert, qui, elle, gère en fait manager.com, qui est le réseau d'information du G16. Donc là aussi, c'est pas mal du tout lorsqu'on est un ancien des grandes écoles. Et tout de suite, on va démarrer par l'état des lieux. L'état des lieux dans le privé et l'économie sociale et solidaire. Avec vous, Jean-Marie Marx. Ce panel 2014 dit que l'année va être une année de stabilisation après une année 2013 et même 2012-2013 qui était vraiment catastrophique. Racontez-nous, qu'est-ce que vous voyez, non pas dans votre boule de cristal, mais dans vos études? Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est pas encore l'inversion de la courbe, mais je pense que d'autres interviendront sur ce thème. C'est effectivement le maître mot qu'il faut retenir pour 2014, c'est une année de stabilité sur le marché de l'emploi cadre. Alors ce sont les résultats d'un panel direct auprès de 11 000 entreprises. On a un certain recul puisque ça fait 20 ans effectivement que ce panel est publié. Et cette année va faire suite à une année qui a connu une forte diminution, en tout cas une diminution nette des recrutements de cadres dans le secteur privé. Je parle du secteur privé, de l'ordre de 10%. L'année 2013 s'est terminée avec 160 000, 163 000 recrutements. Nous espérions en cours d'année
une progression ou un rebond sur la deuxième partie de l'année, notamment au cours du dernier trimestre, qui visiblement n'a pas eu lieu. Et donc, on le doit bien évidemment à la situation économique. On le doit aussi, je pense, à un attentisme et une prudence des recruteurs donc, et des entreprises. Et le troisième élément aussi qu'il faut évoquer, c'est qu'il y a eu moins de départs à la retraite que prévu de cadres, 4 à 5 000, ce qui pèse bien évidemment sur les chiffres. Alors si je résume, on a une hausse de 0 à 5% prévue pour 2014, après une baisse de 10% en 2013. Voilà. Donc ce que vous appelez stabilisation. Donc quoi. 2014, on parle de stabilité. Bon, entre 0 et plus 5, donc bien évidemment, c'est à plus 5, ce sera une hausse, un début effectivement de hausse, mais on est resté effectivement prudent. Je crois que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que cette enquête s'est déroulée en octobre-novembre dernier, donc avant un certain nombre d'annonces, que ce soit le pacte de responsabilité, aussi avec les révisions effectivement des prévisions de croissance sur 2014. Mais effectivement, une année de stabilité, ce qui va classer quand même l'année 2014 comme une année moyenne. Donc on est au-dessus des années de crise. De 2009, on était descendu à 140 000 recrutements de cadres, mais on est quand même nettement en dessous de ce qui se passait avant la crise de 2009, 2006, 2007, 2008. On avoisinait les 200 000 recrutements. Donc on est quand même à 40 000 recrutements de moins que les bonnes années, effectivement, qu'on a pu connaître fin des années 90 ou juste avant crise. Alors quand même, ce qui est intéressant, vous l'avez dit vite, mais c'est très très intéressant. L'enquête, c'était octobre-novembre 2013, donc bien sûr avant le pacte de responsabilité, mais même avant l'impact du CICE. Et lorsque l'on voit que Veolia, c'est quand même un gain de 400 millions, que La Poste, c'est un gain de 300 millions, on se dit que peut-être derrière, ils vont pouvoir réinvestir sur des postes de cadre ou bien de l'innovation et autre chose. Donc, est-ce que vous pensez qu'à partir du deuxième semestre, septembre par exemple, une fois que cet impact sera digéré, ça peut être un bon booster pour 2014 pour les cadres? Mais alors, des choses peuvent se passer en cours d'année, ça c'est clair. C'est-à-dire les grandes entreprises, je pense qu'elles anticipent effectivement ces chèques, comme vous dites. Par contre, effectivement, dans le milieu des PME, qui sont des recruteurs aussi importants de cadres, il est sûr qu'on peut s'attendre à quelques évolutions donc, en cours d'année. C'est-à-dire aussi que les prévisions de croissance bougent. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2013, fin 2012, l'INSEE nous disait moins 0,2 et on a terminé à plus 0,3. Je voudrais simplement rappeler qu'en Allemagne, les prévisions se situaient à 1% fin 2012 et on a terminé à plus 0,4, 0,1 de différentiel. Donc je crois qu'il faut rester effectivement très prudent. Je pense que la stabilité, on est peut-être un peu en dessous de ce qui va se passer en cours d'année. On verra. Et le second semestre, effectivement, peut être un peu différent du premier. Mais je crois qu'un certain nombre d'indicateurs avancés, que ce soit l'intérim, François Roux pourra en parler, ou même les cabinets de recrutement, pour l'instant, ça n'a pas réellement redémarré en 2014. Alors, je voudrais dire quand même peut-être juste un autre point qui me paraît important de noter, c'est que malgré ces éléments, on va dire un peu pessimistes, il faut quand même noter que l'emploi cadre en 2013 a progressé. L'emploi net total, le nombre de cadres a progressé de 15 000. Et depuis 20 ans, les effectifs nets de cadres n'ont cessé de progresser. Donc c'est quand même un élément important. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Les locomotives du marché, les secteurs porteurs, les fonctions, les régions. Concrètement, Jean-Marie Marx. Alors, les secteurs porteurs, j'allais dire, ce sont bien évidemment toujours un peu les mêmes. Aujourd'hui, près de 7 cadres sur 10 sont recrutés, je parle de recrutement, que ce soit effectivement du recrutement de personnes confirmées ou des jeunes débutants, sont recrutés dans le secteur des services. Alors derrière les services, on met beaucoup de choses. Bien évidemment, ce sont les services aux entreprises, c'est l'informatique, c'est aussi le service aux personnes qui se développent, avec une proportion de cadres un peu moindre. Mais enfin, l'ensemble des services est très porteur, c'est pas étonnant. Nous sommes effectivement dans une économie qui se tertiarise, et dans le tertiaire, la proportion de cadres est beaucoup plus importante que dans d'autres secteurs d'activité. Il y a des secteurs dans le tertiaire, on est à 80% de cadres, alors qu'en moyenne, dans le secteur privé, c'est un cadre sur 5 actifs, donc salariés. Donc là, effectivement, dans le secteur des services, après une année 2013 quand même où y compris les recrutements ont baissé dans ce secteur, on était en gros dans la moyenne, moins 11%, ça va reprendre,
on prévoit effectivement une reprise de l'ordre de quelques pourcents, 4-5%. 117 500, vous dites. 120 000, oui, 115, 120 000 recrutements de cadres prévus, prévus en 2014. Ce qui vient derrière, c'est le secteur de l'industrie, qui effectivement se stabilise. Donc c'est un point important à noter, porté notamment par certains secteurs, par certaines entreprises. Je pense à l'aéronautique, mais également dans l'industrie électronique. Donc on est autour de 30 000 recrutements de cadres dans l'année. Ensuite, effectivement, on trouve le secteur du commerce qui est également assez important, 20-25 000 recrutements de cadres, qui baisse un petit peu, mais il a été moins touché effectivement en 2013. Et le secteur qui se porte moins bien aujourd'hui, c'est le secteur de la construction, que ce soit effectivement la construction de logements ou les grands chantiers, les travaux, où là, effectivement, on est à moins 10% après une année 2013 qui a déjà effectivement été mauvaise. Cela s'explique notamment, je pense, par la commande publique de travaux, enfin pas uniquement. La construction de logements, vous avez les chiffres en tête, ou également une diminution. Donc c'est un secteur qui se porte effectivement plus mal. Alors ensuite, juste peut-être une précision, oui. Puisqu'on donne des chiffres. Lorsque vous parliez des endroits où ça se passe bien, l'activité informatique et télécom, vous dites 35 000, un bond en avant, oui. Ainsi que l'ingénierie et la R&D. Oui. Plus 30 000. Oui, et je pense que c'est important parce qu'il faut savoir que derrière un emploi de cadre ou d'encadrement, il y a 4 ou 5 emplois de non-cadres. Donc, puis aussi, bien évidemment, la R&D, les études, c'est la capacité de développement, d'innovation des entreprises qui se joue. Enfin, je pense que Dassault Systèmes pourra en parler. Donc, je crois que c'est très important que ces emplois-là, ces fonctions-là, ne pâtissent pas de la situation. Je pense que c'est un point extrêmement important. 3 fonctions devraient concentrer 60% des embauches. Plus particulièrement, quel profil ? Oui, alors toujours dans des situations comme celles qu'on traverse aujourd'hui, où pour différentes raisons, le marché cadre est considéré comme moins porteur, où les recruteurs ont en tête effectivement une évolution du chômage, y compris le chômage des cadres, et donc le recrutement se concentre, ou en tout cas les intentions de recrutement se concentrent sur des jeunes mais qui ont déjà 2 ans d'expérience professionnelle et j'allais dire au maximum 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle. Donc autrement dit, sont écartés, ou en tout cas ça va être beaucoup plus dur effectivement pour la reprise d'emploi, des jeunes qui débutent sur le marché du travail et effectivement des cadres seniors au-delà des 15 ans d'expérience professionnelle. Alors ces éléments d'ailleurs recoupent les taux d'insertion des jeunes diplômés. Nous suivons également donc 1 an après l'obtention des diplômes, les cohortes de jeunes diplômés. Et on a constaté que la cohorte 2012, suivie donc au printemps 2013, on n'a pas encore les chiffres de la promo 2013, on a constaté effectivement une chute de l'ordre de 7 points. On est passé de mémoire de 71% d'insertion, je parle des bacs plus 5 et plus, à 64%. Alors avec des nuances, bien évidemment, dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, on est au-delà, on est plutôt à 70%, mais aussi avec une chute de 10 points, je ne sais pas si vous le constatez dans les réseaux des écoles, donc assez nette sur ce qui s'est passé effectivement donc, en 2013. Et on retrouve cette perspective, ça se stabilise pour les débutants effectivement sur 2014, après une année de baisse de moins 5% de recrutement des jeunes débutants donc, en 2013. Moins 5%, les intentions se situent à moins 15%, donc la réalité c'est moins 5%. Et pour ce qui est des seniors, on était à moins 20, moins 30, moins 40% d'intention de recrutement, et on a terminé à moins 15 en 2013, et on retrouve ce phénomène donc en 2014. Alors, quand même une remarque, c'est entre les intentions de recrutement qui sont déclarées par les recruteurs et la réalité des recrutements, il y a des différences assez importantes des fois qui sont constatées, tout simplement parce qu'on ne trouve pas cette maille un peu intermédiaire qui est
effectivement très sollicité des jeunes qui ont 2-3 ans d'expérience professionnelle et au maximum une dizaine, quinzaine d'années. Juste, on reviendra sur les âges et l'accompagnement et ce qu'il faut faire dans la deuxième partie. L'économie sociale et solidaire, un petit mot. Oui, juste un petit mot sur l'économie sociale, oui, qui est un secteur important. Hein. On a publié récemment d'ailleurs une remise à jour de notre étude dans ce domaine-là. C'est 2 300 000 salariés, donc il ne faut pas l'oublier. C'est souvent des perspectives donc, intéressantes. C'est notamment un secteur qui a beaucoup cru en termes d'emploi, hein, plus 20% sur les 10 dernières années, alors moins depuis 1 an, je crois même, ça s'est stabilisé depuis Plus depuis spécifiquement sur les cadres, il et se passe donc quoi? sur les cadres, c'est 16% effectivement des emplois de l'économie, c'est 14% de l'emploi cadre total du secteur privé. Donc c'est pas négligeable. J'allais dire le comportement de l'économie sociale et solidaire se rapproche assez, mis à part les valeurs, on y reviendra peut-être, mais se rapproche assez de l'ensemble de l'activité économique. C'est un secteur qui se professionnalise et j'allais dire les profils qui sont recherchés dans les différents domaines de l'économie sociale et solidaire sont assez voisins de ce qu'on retrouve dans l'économie tout court, sur les fonctions RH, finance et des fonctions plus techniques. Informatique aussi, Informatique réseau. également, réseau. On retrouve effectivement l'ensemble effectivement du panel. Mais c'est plus associatif ou c'est plus les start-up d'entrepreneurs dits sociaux? L'emploi, il se développe pour les cadres plutôt. Oui, alors l'associatif, c'est quand même 70% de l'emploi. Hein, le secteur coopératif qui vient derrière. Dans le secteur coopératif, effectivement, vous avez notamment des scopes qui se montent effectivement sur des situations particulières. Et puis effectivement, il y a des fois effectivement aussi des entrepreneurs sociaux et qui se développent sur l'économie sociale, sur des projets sociaux, sous des statuts assez divers d'ailleurs, pas forcément associatifs, mais également sous forme de coopératives ou autres. Regardons juste un petit focus en 30 secondes sur les régions qui marchent. Où est-ce qu'il faut aller chercher de l'emploi? Oui, alors... Et celles qui ne marchent pas? Oui, alors... Les régions, il y a 3 régions donc, qui arrivent en tête régulièrement, qui représentent à peu près 2/3 de l'emploi cadre. Et le phénomène, j'allais dire même malheureusement, s'amplifie un petit peu. C'est l'Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA. On pourrait rajouter la Haute-Garonne, je ne parle même pas de Midi-Pyrénées, mais c'est effectivement 60-66% de l'emploi cadre en France, et c'est aussi dans les perspectives de recrutement des régions qui se portent plutôt bien. On le constate parce qu'effectivement, y compris, on assiste à beaucoup de relocalisation de sièges en Île-de-France. Hein. Il y a de la délocalisation en région métropolitaine, mais aussi de la relocalisation. Et j'insiste sur ce point, c'est un point sur lequel nous travaillons actuellement, sur l'attractivité régionale et l'attractivité des régions implantées, enfin des entreprises implantées en région. Est souvent très difficile, y compris pour des entreprises de taille importante et significative en région, de trouver des cadres, notamment des cadres avec expérience professionnelle et supérieure, pour plein de raisons, parce qu'effectivement, quand on bouge souvent à 2. Alors même si la moitié des cadres franciliens nous disent qu'ils souhaiteraient éventuellement travailler en région, ce qu'on constate, c'est que très peu franchissent le pas. Il faut trouver souvent 2 emplois, et donc ce n'est pas toujours évident d'avoir des projets effectivement dans celles qui ne marchent pas, et des régions, y compris comme l'Alsace, qui n'est pourtant pas une région qui connaît des grandes difficultés économiques, c'est une région qui perd 600 emplois de cadres confirmés par an au cours de ces dernières années. Donc vous voyez... oui, mais ça, c'est pas très étonnant. En revanche, la Bretagne, ça m'étonne. Alors, la Bretagne, là on parle des perspectives. Et c'est vrai que le climat breton, en dehors de la pluie des tempêtes de ces derniers mois, mais l'enquête a été réalisée avant, si je puis dire, fin d'année dernière n'était pas très positif pour les entreprises. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, etc. Donc je pense que ça a contribué un peu à cette vision un peu plus négative peut-être sur l'Ouest. Et puis c'est une région quand même qui quand même souffre. L'agroalimentaire, qui bien évidemment connaît des difficultés, aussi les télécoms, dans ce domaine-là où il y a quelques difficultés peut-être également. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait cette perspective un peu plus négative sur la Bretagne.
Christian Nègre, du côté du public, on va demander à Monsieur Météo comment ça se passe. Quel est l'état des lieux? On a envie de vous dire, il doit sûrement pas être bon, puisqu'on doit supprimer des postes de fonctionnaires. Enfin, peut-être moins avec ce gouvernement que l'autre, mais quand même, on embauche dans l'éducation nationale, donc il faut serrer les boulons ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a de l'espoir du côté des fonctions publiques? Alors, mon prédécesseur a beaucoup parlé de stabilité, donc là aussi on peut parler d'une forme de stabilisation des volumes de recrutement, mais évidemment c'est très contrasté. Dans l'État d'abord, enfin dans les services de l'État, effectivement trois grandes fonctions, trois grandes politiques publiques ont été déclarées prioritaires, vous le savez, c'est l'éducation et l'enseignement supérieur et la recherche en premier lieu, et puis la sécurité et la justice. Et tout cela dans une équation qui doit aboutir à ce que sur les 3 ans qui viennent, les effectifs de la fonction publique de l'État restent stables. Donc avec entre 10 et 12 000 créations de postes dans les 3 secteurs que je viens de citer par an, il faut donc que dans le même temps, il y ait environ le même volume de suppression nette de postes dans les autres secteurs. Donc, est-ce qu'on peut dire, si vous seriez dans le privé, on dirait que vous êtes en pleine restructuration? Peut-on dire la même chose pour le public? Bien sûr. Et c'est un des principes du service public, hein, c'est de s'adapter en permanence. Et donc là, en l'occurrence, il doit s'adapter à plusieurs contraintes. D'abord, la contrainte des finances publiques, la volonté du gouvernement de renforcer les secteurs que j'ai cités. Et puis aussi, il y a quand même tout un ensemble de phénomènes techniques et réglementaires qui amènent les services publics à tenir compte de la demande de service et de la manière dont le service est délivré. Je pense en premier lieu à l'émergence ou même à l'explosion des technologies numériques qui permettent de délivrer le service ou les services d'une autre manière, ce qui aboutit à des restructurations des processus de délivrance des services et qui donc permet en partie de résoudre l'équation que j'ai indiquée tout à l'heure. Mais ça veut dire que vous embauchez des gens, là, des geeks, si je puis dire, pour révolutionner la fonction publique sous statut, ou bien c'est plutôt en ce moment le boom des contractuels, des CDD, pour des expertises bien précises. Racontez-nous. Alors, soyons positifs. Soyons positifs, mais restons dans la légalité. D'abord, un emploi permanent du service public, c'est un emploi de fonctionnaire. Ce qui est un principe qui est réaffirmé et qui donc conduit à ce que d'abord les recrutements, que ce soit dans les secteurs prioritaires ou dans les remplacements de départ à la retraite dans les autres services publics, se fassent par la voie statutaire. Par contre, ce que l'on recherche aussi, que ce soit dans les collectivités territoriales ou dans les services de l'État, ce sont bien sûr des compétences qui permettent de répondre à des exigences de qualité de service et d'expertise sur certains domaines. Donc évidemment, il y a parfois des postes qui sont proposés sous forme de contrat, soit à durée déterminée. De toute façon, c'est toujours à durée déterminée dans la fonction publique. Puisque encore une fois la règle c'est un fonctionnaire doit occuper un emploi permanent, donc des contrats à durée déterminée qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Spécificité de la fonction publique, pour répondre effectivement à des besoins spécifiques. Et là, souvent, ce sont des personnes avec déjà une expérience qui viennent apporter donc leur expertise et leur expérience. Alors, dans des secteurs comme là aussi, hein, l'informatique, les réseaux, les réingénieries de processus, que ce soit dans le domaine des achats, que ce soit dans le domaine de la numérisation des prestations, que ce soit aussi dans tout ce qui tourne autour de la mutualisation des activités pour trouver des marges d'économie
sur la manière dont le service est produit. Donc voilà, là on a effectivement des sources de recrutement de personnes non fonctionnaires, mais la grande majorité quand même des emplois sont des emplois, pour l'emploi de cadre notamment, sont quand même des emplois de fonctionnaires. Et il y a des concours qui sont organisés chaque année. Alors même si on reste sur des volumétries qui sont très fortes dans le domaine de l'enseignement, puisque c'est entre les créations de postes et les départs à la retraite, c'est entre 15 et 20 000 places au concours pour les années qui viennent, chaque année. Mais il y a toujours, dans les 3 fonctions publiques, des recrutements de cadres sous forme d'ouverture au concours, et il n'y a plus de limite d'âge dans les concours. Alors simplement, par exemple, dans la fonction publique territoriale, avec la création dans la loi de 14 grandes métropoles, autour de l'urbanisme, autour, je sais pas moi, de l'inspection sanitaire ou autre. Vous disiez que, enfin, on dit, pas vous, on dit, quand on est journaliste, que là, il y a des vraies opportunités. Oui, bien sûr. Alors, la fonction publique territoriale a beaucoup recruté dans les années passées. Donc maintenant, elle est plus dans une tendance de forte maîtrise, voire de réduction globale de l'emploi. Néanmoins, là aussi, il y a une forte demande. Alors, cette année est une année un peu particulière. Il faut quand même bien le noter. Ça ne vous a pas échappé, les élections municipales. Oui, puis on leur a enlevé 1,5 milliard de budget. Donc, bon, ça... Non, mais il y a besoin de talents nouveaux. Ça va effectivement pour les conduire métropoles. À ce que l'emploi public soit maîtrisé. Néanmoins, il y a une demande qui est toujours de plus en plus forte pour les services, que ce soit les services techniques ou les services à la personne. Donc il y a là aussi une autre équation à résoudre, qui est d'une part une demande très forte de la population pour des services publics, et puis de l'autre, une nécessité de maîtriser la dépense publique. Donc oui, on a besoin de plus en plus d'experts, de cadres qui sont capables de piloter des services, de piloter élaborer et piloter des politiques publiques. Et en termes de secteur d'expertise, il y a l'informatique, on l'a déjà cité, c'est informatique, numérique, mais aussi toute la capacité de conduite de projets, projets d'aménagement, projets à forte dominante technique, bâtiments, travaux publics, ingénierie globale. Nouvelles énergies aussi. Alors tout ce qui tourne autour du développement durable est évidemment maintenant au cœur des préoccupations des élus, ou même d'ailleurs des services de l'État. Et donc il y a effectivement un besoin d'expertise et de capacité là aussi à piloter de manière globale des projets qui intègrent complètement, dès leur conception, la dimension environnementale dans la réalisation et dans la maîtrise d'ouvrage public. Christian Nègre, un truc important quand même. Enfin, vous avez signé un accord sur la parité et vous avez mis un grand chantier autour de la diversité. Donc, lorsqu'on est une femme ou issue de la diversité, quelque part, c'est de la discrimination positive tout à fait... sympathique pour 2014 ? Alors, enfin, la fonction publique... Dans des postes de cadre. Oui, bien sûr. La fonction publique a effectivement signé un accord pour les 3 versants, fonction publique territoriale, hospitalière et de l'État, le 8 mars 2013. C'est un accord ambitieux qui vise effectivement à remettre les femmes complètement dans la course à la tenue de postes à responsabilité dans les services publics. Cet accord donc comprend un certain nombre de mesures qui sont suivies de très près par les ministres, la ministre de la fonction publique et en premier lieu la ministre du droit des femmes, et on va bientôt avoir notre premier bilan de l'année 2013 qui montre qu'effectivement nous sommes en avance sur les grands objectifs que nous nous étions fixés. Et où sont les pistes ? Où sont les postes ? On a besoin de femmes où, par exemple ?
Alors, on a besoin de femmes dans la haute fonction publique. Donc les postes aujourd'hui, 2-3 exemples. Des postes de directeur d'administration centrale, des postes de sous-directeur, enfin sous-directrice, un chef de service, vous êtes mal barré, là. des directeurs territoriaux aussi dans les services de l'administration territoriale de l'État, sous-préfecture, préfecture, direction des territoires, direction des protections des populations, ce qu'on appelle tous les directeurs d'administration territoriale de l'État, où il y a un dispositif qui a été mis en place pour accroître le vivier, pour permettre que très rapidement la part des femmes dans ces emplois atteigne un niveau d'au moins 40%, une représentation équilibrée. Juste dans ce que vous dites, aujourd'hui, il y en a moins de 20% dans certains cas. Juste dans ce que vous dites, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire vivier, donc jeune femme, des vieilles comme moi, par exemple, c'est... Non, quand on est senior, c'est fini, quoi. Non, un vivier. Quand vous dites vivier, vous parlez de jeunes, là. Non, le vivier, le vivier s'alimente de différentes manières. Un vivier, d'abord, et puis il y en a à plusieurs niveaux. Le vivier, c'est simplement la population dans laquelle on va pouvoir aller puiser les personnes qui vont occuper les emplois supérieurs. Donc des personnes d'expérience, déjà, qui ont donc acquis un certain âge après une expérience dans différentes fonctions, peuvent intégrer un vivier supérieur qui va pouvoir ensuite leur permettre d'avoir des postes à très haute responsabilité. Très bien, il a ramé, mais il est allé jusqu'au bout. On va regarder du côté des chasseurs de tête avec Jean-Paul Brett de Hudson. Vous êtes aussi président de Syntec, conseiller en recrutement. J'ai envie de vous dire même question, mais pas forcément même réponse. De votre lucarne, comment voyez-vous l'état des lieux, le marché ? Qu'est-ce qui marche ? Je vais vous dire ça. Alors, juste pour préciser, Syntec Conseil en recrutement, c'est la fédération professionnelle des cabinets de conseil en recrutement. Nous sommes environ 140 membres. Ça représente 16 000 recrutements de cadres par an. Environ 800 consultants, et ça donne tout de suite une indication sur ce que fait un chasseur. En gros, une vingtaine de missions de recrutement par an. C'est ça l'average moyen du nombre de missions faites par un consultant en recrutement chaque année. C'est pas 500, c'est une vingtaine. Il faut le remettre à sa place. Le marché, qu'est-ce qui marche ? Déjà, comme l'a dit Jean-Marie, 2013, on n'a pas été très heureux. On n'a pas été très heureux. Nous, on a été à moins 10, moins 15% l'année dernière, après déjà une chute en 2012. Mais ce qu'on a constaté, c'est que, et là je vais prendre un jargon un peu technocratique, je veux dire, la courbe tendancielle à la baisse s'est un petit peu adoucie en fin d'année. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, en gros, on a débuté à moins 20 pour finir à moins 4. Donc c'est bien. Et donc ça nous rend modérément optimistes pour 2014. Et d'ailleurs, les 2 premiers mois de l'année 2014 sont toujours négatifs, je suis désolé, mais la chute est maintenant à moins 2%. Donc on sent qu'on va repasser au-dessus de zéro très prochainement, mais sur un marché qui reste globalement à 160, 165 000 recrutements, en dessous de ce que j'estime moi le point d'équilibre pour les cadres, qui est environ 180 000 recrutements par an. Au-delà, on est en pénurie, tout ce qu'on a entendu jusqu'en 2007, talent shortage, etc. Et puis en dessous, malheureusement, il y a les jeunes qui mettent plus de temps à rentrer sur le marché et les cadres seniors qui mettent beaucoup de temps, eux, à retrouver un emploi stable quand ils sont en repositionnement professionnel. Alors concrètement, les secteurs. Concrètement, l'industrie. Dans l'industrie, il y a des secteurs qui marchent super bien. Bien sûr, l'aéronautique. Vous prenez EADS, Zodiac, Safran, ils ont des carnets de commandes pour plusieurs années. Et comme le CDI engage pour plusieurs années, ça coïncide bien. Donc on recrute pas mal dans ces secteurs-là. 1/4 à 1/3 de jeunes diplômés. Le reste sont des cadres confirmés. En termes de sous-secteurs, c'est vrai que c'est le plus marquant dans l'industrie. Dans les biens de consommation et services, le e-commerce. Alors le e-commerce, ça reste une niche. Il n'y a que 10 à 15% de cadres. Donc on parle beaucoup de e-commerce, mais il n'y a pas tant de cadres que ça. Et sur 3 fonctions qui vont être essentiellement tout ce qui est lié au marketing digital, la segmentation, donc on va dire le e-marketing, ce qui va être bien sûr lié à la logistique et ce qui va être lié au système d'information.
La banque, bon, on n'en parle pas, je le connais par cœur, ce secteur. Les recrutements sont divisés par 2 entre 2007 et 2013. Cela dit, derrière cette division par 2, il faut savoir que la banque continue à recruter environ 15 000 CDI par an, c'est énorme. Hein. Oui, mais alors, par exemple, lorsque l'on voit que la banque veut aller sur Internet et supprimer quelques agences, ça veut dire que ce sont des recrutements, mon mot est caricatural, mais de geeks, c'est-à-dire que dans le recrutement aujourd'hui de la banque, on cherche plutôt quel profil? Non, je dirais pas ça. Globalement, les effectifs nets de la banque baissent. Les banques AFB en 2012 ont vu 20 000 collaborateurs les quitter, elles en ont recruté que 12 000. Donc le solde net, c'est moins 8 000 hein, quand même. Mais cela dit, il y a quand même eu 12 000 personnes recrutées pour remplacer une partie de ces 20 000. Et même si les banques, en particulier la banque de détail, qui concentre 70% de l'emploi dans la banque, ferme des agences, il en reste encore énormément et il faut bien des jeunes, plutôt bac plus 2-3, pour aller justement remplacer ces partants. Sur les bac plus 5, on va beaucoup plus les trouver sur des métiers de management de force commerciale, sur des métiers de banque BFI, c'est-à-dire assistante chargée d'affaires, analyste crédit, peu sur les marchés, au moins maintenant à Londres. Et enfin, on va les trouver sur beaucoup de postes de support, de postes de spécialistes, des juristes contentieux, la compta, la conso, l'audit, le contrôle, qu'il soit périodique ou permanent. Dans le hit parade, il y avait aussi, du côté de Jean-Marie Marx, toutes les activités juridiques, comptables, conseils, gestion des entreprises. Alors oui, c'est vrai que quand on dit que les sociétés de services recrutent, le service recrute, dedans, il y a toutes les sociétés de services aux entreprises, et on constate quand même deux phénomènes. Il n'y a pas de crise pour les cabinets d'audit, hein, ça c'est une réalité, même s'ils ont des soucis aujourd'hui de sortie, puisque le principe même du modèle des cabinets d'audit, c'est qu'au bout de 5 ans, les gens partent en entreprise pour occuper des fonctions financières, mais si les entreprises ne recrutent pas, ils ne peuvent plus sortir. Donc ça leur pose quelques soucis. En revanche, ce qu'on peut constater, et c'est important pour les jeunes diplômés, plus de rang 2 et 3 que de rang 1, mais aujourd'hui, une grande partie du recrutement d'ingénieurs jeunes diplômés ne se fait plus par le donneur d'ordre, mais par des sociétés d'ingénierie, qui vont placer ces jeunes diplômés dans les entreprises. Développement durable, le truc à la mode, là, où on dit que ça va créer énormément d'emplois dans les 10 ans à venir. Écoutez, nous, on n'en voit pas venir beaucoup pour le moment. Hein, clairement, ce n'est pas une niche vraiment qui se développe beaucoup. En revanche, ce n'est pas du développement durable, mais on retrouve un petit peu le sanitaire et social, c'est tout ce qui est lié aux soins. Hein, où là, clairement, dans tout ce qui est lié aux soins en France, il y a de toute façon une carence d'emploi. Hein, là, en revanche, il y a des gisements, il y aurait des gisements de recrutement, mais il n'y a pas forcément les bonnes personnes. Mais on constate véritablement, tant sur les professions médicales que sur les directeurs de maisons de soins, des besoins de recrutement, avec quelques entreprises qui ont pu essayer d'aller chercher des compétences à l'extérieur de ce secteur. Alors, l'international, hein, on a vu fonction publique, APEC, c'était plutôt de la France. L'international, là, ça bouge beaucoup. Il faut partir, c'était la une du monde hier, les jeunes partent. Les jeunes partent. On considère aujourd'hui que plus d'un quart des jeunes diplômés prennent leur premier emploi à l'étranger. Il faut savoir qu'ils prennent leur premier emploi à l'étranger, mais souvent recrutés en local. Hein, il y aura de moins en moins de phénomènes d'expatriation. Les entreprises recrutent localement, quitte à recruter. De toute façon, ils recrutent internationalement. Dedans, ils pourront recruter des Français, mais pas forcément. Ça veut dire qu'en termes de carrière, il vaut mieux aller dans un pays chercher sur place, mais ça veut dire qu'il n'y a pas le parachute pour rentrer après, quoi. Non, mais je crois que les jeunes ne raisonnent plus comme ça. Ils partent du principe, eux, qu'ils sont plutôt citoyens du monde et que de toute façon, ils iront là où il faut aller. Alors, si c'est en France, tant mieux, ils auront la chance d'être auprès des leurs. Si c'est pas en France, ça ne sera pas en France. Mais il n'y a plus du tout cette logique je veux un parachute pour revenir en France. D'accord. Du côté des âges, les femmes Alors, nous, en tant que cabinet de conseil en recrutement, je pense que ça fait maintenant un bon paquet d'années que qu'on a été très sensibilisé à la non-discrimination, en particulier liée au sexe, et que je vois Non, mais ça, vous, les cabinets, oui, mais on recrute toujours les mêmes profils. Non. Le problème est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises demandent des femmes, des femmes, des femmes, donnez-nous des femmes.
Donnez-nous des gens issus de la diversité. Je ne sais pas si les On est en manque. Il faut qu'on remplisse nos quotas. Je ne peux pas dire ça de la part des entreprises. Non, je veux dire, non, plus sérieusement. Au niveau les entreprises vont beaucoup plus raisonner. Alors, elles raisonnent à deux niveaux. Elles raisonnent au niveau global, oui, on doit rééquilibrer, etc. Puis après, elles raisonnent service par service, département par département. Donc, on va être amené, et mes confrères qui sont là diront la même chose, on va être amené dans certains services où quelqu'un va nous dire, j'ai 90% d'hommes, je voudrais plutôt recruter, privilégier des femmes. Et à l'inverse, on pourra dire aussi, j'ai 90% de femmes, je voudrais recruter. Mais globalement, nous, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, on va présenter des shortlists de candidats composés de personnes venant de tous horizons, qu'ils soient hommes, femmes, confirmés, seniors, issus ou non de la diversité. Et on pousse l'ensemble de nos candidats. Hein. On est très sensibilisé à cela et on y prête beaucoup d'attention. Après, il y a une réalité, et on l'a constaté toujours en période de crise, et la PEC l'exprime toujours très bien, ce sont toujours les extrêmes qui sont sacrifiés. Donc les jeunes... Donc les jeunes, ils doivent partir, et les vieux, ils doivent faire quoi? Du management de transition? Alors, c'est bien que vous évoquiez le management de transition. Je crois que dans les prévisions de recrutement de la PEC pour 2014, il est prévu, je crois, de la part des entreprises, 10 000 recrutements pour les cadres ayant plus de 20 ans d'expérience. Il faut savoir que le management de transition, en mission équivalente temps plein, c'est-à-dire, elles ne durent pas tout à fait une année, les missions, elles durent 8-9 mois. C'est 1500 missions équivalentes temps plein. Donc finalement, on a maintenant 10 000 recrutements de cadres à plus de 20 ans d'expérience en CDI, et en face, on a 1500 missions de manager de transition. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas ne pas regarder. C'est important. On y reviendra tout à l'heure avec vos questions. Je vous propose maintenant de regarder les besoins des DRH. Comment font-ils? Comment cherchent-ils leurs candidats? On va commencer par vous, Frédéric Gauthier. Vous êtes donc DRH d'Assosystèmes. Concrètement, quels sont vos besoins, les profils que vous recherchez, les âges, les fonctions, et en même temps, où est-ce que vous les cherchez? Il faut utiliser Internet maintenant, LinkedIn, quoi? Comment faites-vous? Bonjour à toutes et tous. Bon, moi, j'ai la chance d'être aujourd'hui le représentant de l'économie joyeuse, puisque en fait, on parle tous les jours des entreprises qui ne vont pas. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui non seulement va bien, mais elle va même très bien, et elle croît énormément. Donc effectivement, je vais répondre à ces questions. J'ajouterai juste un truc aussi pour te rassurer. Nous, on a une pyramide des sexes qui est déséquilibrée, donc on recrute massivement les femmes. Voilà. J'y reviendrai. Donc je vais vous répondre, je vais vous dire pourquoi on recrute beaucoup, qui on recrute, où on recrute et comment on recrute. Je pense que c'est 4 questions qui peuvent vous intéresser. Alors, rapidement sur le pourquoi. Je vais parler 30 secondes de la stratégie de Dassault Systèmes. Donc, je ne sais pas ce que vous connaissez de Dassault Systèmes, qui a longtemps été une entreprise assez confidentielle, puisque très axée sur des problématiques de B2B. Mais Dassault Systèmes, en gros, c'est le leader mondial des solutions logicielles en 3D. Donc tant que la 3D a été quelque chose réservé à des spécialistes, limité à des secteurs d'activité très B2B de type aéronautique ou automobile, ça a été uniquement une entreprise d'ingénieurs de haut niveau, spécialisée dans des domaines qui sont quand même plutôt des domaines de garçons, et qui effectivement avait une ouverture sur le monde public relativement limitée. Moi, quand j'ai rejoint Dassault Systèmes et qu'on me demandait dans des dîners en ville ce que je faisais, je travaillais chez Dassault Systèmes, et il y en a toujours un pour dire « Ah ouais, les avions !» Je dis « Ah non, pas du tout. Ça, c'est Dassault Aviation, ça n'a rien à voir avec Dassault Systèmes, même si c'est le même groupe. » Voilà. Donc aujourd'hui, la 3D est descendue dans la rue. Vous le voyez tous les jours. Et comme la 3D est descendue dans la rue, c'est devenu un média comme un autre. Et donc forcément, d'une logique très pure B2B player, on est devenu B2B2C, puisqu'on crée des plateformes d'expérience en 3D pour les clients de nos clients, voire aujourd'hui par des acquisitions Internet, on est de plus en plus tourné vers le B2C. Alors, pourquoi on recrute beaucoup? D'abord parce qu'on a une très forte croissance et il faut la nourrir. Alors, ce n'est pas une croissance exclusivement franco-française. Certes, notre base installée, notre head office est à Vélizy, donc on est un groupe français. Néanmoins, on a des croissances à la fois tirées par l'externe. On fait beaucoup de croissance externe, beaucoup d'acquisitions et de la croissance organique. La croissance organique est plus forte dans les pays émergents que dans les pays matures où on a plutôt tendance à privilégier aujourd'hui les croissances externes. Néanmoins, on a tout de même besoin d'un flot régulier de recrutement pour pouvoir gérer cette croissance.
La deuxième raison pour laquelle on recrute beaucoup, c'est que effectivement, on a une diversification de nos industries, une multiplication des secteurs que l'on adresse. On a largement dépassé maintenant les seuls secteurs de l'aéronautique et des voitures. Quand même que je vous dise qu'aujourd'hui, vous ne montez plus dans une voiture ou vous ne montez plus dans un avion qui n'ait pas été designé par CATIA, qui est le logiciel phare de Dassault Systèmes. Je pense que tous les ingénieurs dans la salle voient ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on n'en est plus là. Notre marché adressable a largement augmenté et on sert au moins une bonne douzaine d'industries. Et quand tout à l'heure je parlais de la féminisation nécessaire de nos recrutements, aujourd'hui on travaille avec l'industrie du fashion, du consumer good, du life science, du packaging, voilà, autant de secteurs d'activité qui sont soit assez féminisés ou au moins beaucoup plus équilibrés que ce que l'on peut trouver dans l'aérien ou dans l'automobile. Mais c'est plutôt des jeunes diplômés que vous recrutez? Alors, j'y viens. Donc après le quoi, c'est qui on recrute. Alors là aussi, c'est assez contrasté. Si on parle de R&D, de pure R&D, on va recruter exclusivement des jeunes diplômés qui sortent de beaucoup des écoles qui sont représentées ici dans la salle. Si on parle d'autres fonctions, que ce soit des fonctions commerciales, marketing, parce qu'encore une fois, là, je suis passé vite, mais il y a encore 5 ou 6 ans, Dassault Systèmes, c'était surtout un gros lab de R&D. Aujourd'hui, on a réinternalisé toutes nos forces de vente. On a créé une fonction marketing, une fonction industrie. On a bien sûr toutes les fonctions support. Donc on est une entreprise mondiale, globale, et on a besoin de ressources dans ces structures-là, avec ces compétences-là. Donc il y a des jeunes DIP aussi dans cette partie-là, mais aussi des gens beaucoup plus confirmés, voire seniors, filles, garçons, issus de la diversité. Il n'y a absolument pas de problème chez nous par rapport à ces questions-là. Juste une petite incidence, pour des postes à l'international ou des postes en France? Les deux. On a des plateformes de recrutement, de toute façon je vais venir dans le comment on recrute. On a des plateformes de recrutement qui sont internationales, donc ça n'a aucun impact. La localisation géographique des recrutements n'a aucun impact sur la façon dont on recrute. On est une boîte d'ingénieurs, donc on est quand même très processé, donc globalement les process que l'on déploie quelque part, on est capable de les répliquer ailleurs. Alors, on recrute, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup dans les pays émergents. On recrute dans les pays plus matures pour driver notre croissance. C'est clair que sur un groupe de 12 000 personnes, vous en avez plus de 3 000 en France. Donc, il y a un volume d'emplois, création d'emplois nets par an en France important. Ça se concentre surtout sur Vélizy, là où on a notre siège. Mais il y a aussi des agences en province et quelques gros labs de R&D aussi en province. C'est vrai, beaucoup en région PACA, région toulousaine, puisque bon, il y a Airbus. Un peu dans le nord, etc. Sur le comment, maintenant, alors là, c'est clair que je ne vais pas me faire des amis dans la salle, on utilise très très peu les chasseurs de tête. On a totalement internalisé nos structures de recrutement, donc on a des plateformes de recrutement qui sont constituées de gens dont c'est le métier, qu'on a souvent d'ailleurs recrutés après des expériences dans des cabinets de recrutement. Et effectivement, nous on recrute, alors conformément à l'image très high-tech de Dassault Systèmes, on recrute online, c'est-à-dire qu'en fait on utilise les réseaux sociaux, on utilise des expériences de type serious gaming, on fait beaucoup de networking, on crée beaucoup de communautés avec des candidats potentiels que l'on gère de façon préventive, anticipative par rapport à des besoins, ce qui nous permet à nous de réduire ce qu'on appelle notre turnaround time de recrutement. Aujourd'hui, quand on a un besoin, on ne peut pas se permettre de se gratter la tête pendant un mois pour savoir quelle est la job description, puis un autre mois pour choisir le chasseur, puis encore 3 mois pour avoir les retours des chasseurs, puis 3 mois le temps de choisir, et encore 3 mois pour que la personne qui est en préavis puisse arriver. Nous, notre turnaround time de recrutement doit être inférieur à 90 jours depuis le départ jusqu'à l'arrivée du candidat. Donc c'est ambitieux, et ça nécessite d'avoir des méthodes de recrutement qui ne sont pas des méthodes de recrutement classiques. Donc nous, on est digitalisé, online, serious gaming, ouvert à tous, encore une fois, hommes, femmes, seniors, juniors, jeunes diplômés, issus de la diversité ou pas, peu importe. Association aussi des grandes écoles ou pas? D'anciens élèves? Oui. Enfin, personnellement, je co-préside le groupe RH des anciens de Sciences Po. Ça a un sens, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, ça permet aussi d'avoir accès. Voilà, on a des relations très fortes avec le master RH de Sciences Po. Ça permet effectivement de faire du networking et d'échanger des bons procédés en faisant du networking aussi bien avec des jeunes qui cherchent à rentrer sur le marché de l'emploi qu'avec des gens plus confirmés qui soit changer ou soit en transition. Juste, qu'est-ce que ça a changé, toute votre nouvelle machinerie de recrutement, à part le fait que ça raccourcisse les temps? Est-ce que ça a changé votre réflexion sur les gens que vous embauchez?
Ou les profils que vous cherchez ou pas? Pas du tout. Je ne peux pas dire pas du tout. Le breakthrough sur le comment n'est pas uniquement drivé par le fait qu'on ait voulu changer notre manière d'appréhender, de penser nos recrutements. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a parfois de belles surprises. Par exemple, quand on convie des jeunes sur des exercices de serious gaming pour faire du code, chez Dassault Systèmes, c'est du code. Des fois, on a des gens qui sont autodidactes, qui rendent des scorecards qui sont impressionnantes. Voilà. Donc ça a pu éventuellement changer notre regard sur finalement ce qu'on peut rechercher chez les candidats. Et peut-être un petit peu enlever un peu de pression par rapport quel diplôme j'ai. Bon. Alors on reste. Et vous avez vraiment embauché des autodidactes qui n'avaient pas forcément le diplôme ad hoc que vous cherchiez au départ? Marginalement, c'est-à-dire que quand même, on est encore dans des recherches de gens qui ont des niveaux de formation élevés. Donc on recrute que des cadres. Nous, on est 100% cadres. Toutes les fonctions non cadres qui ne sont pas dans notre core business ont été outsourcées. Donc on ne recrute que des cadres. Et forcément, on recrute quand même majoritairement des cadres de grande école, mais on ne s'interdit pas, encore une fois, au nom de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la diversité, on ne s'interdit pas d'accueillir des profils qui sont particuliers, qui peuvent apporter quelque chose qu'on n'a pas dans l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Christophe Coudroy. Du côté du CNRS, vous voyez acquiescer ce qu'était en train de dire Frédéric Gauthier. Même chose chez vous, est-ce que vous recrutez? Comment vous recrutez? Quel profil? Quels âges? Pour quelles fonctions? Y a-t-il de l'espoir? Dites-nous tout. Alors bonjour à tous. Le CNRS, c'est une très belle maison de 35 000 personnes. On a 25 000 fonctionnaires, donc on est vraiment un établissement public administratif. 11 000 chercheurs, 14 000 ingénieurs et techniciens. Et 10 000 CDD, dont 8 000 qui sont financés sur des contrats de partenariat avec des agences de financement de la recherche ou des industriels notamment. Alors le CNRS, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure sur la fonction publique, est très privilégié comme le monde de la recherche, puisque les ressources que nous recevons permettent de remplacer la totalité des départs à la retraite, ce qui est une situation exceptionnelle à l'échelle de la fonction publique. On en est très heureux. Il faut immédiatement nuancer ce propos en disant que le volume des départs à la retraite est en légère baisse. On est passé de 685 en 2013 à 642 en 2014. Alors, le recrutement au CNRS, je dirais d'abord c'est un recrutement sur toute la France, tout le territoire. Nous avons 1300 unités de recherche qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. C'est aussi un recrutement sur l'ensemble des champs disciplinaires. Le CNRS fait de la recherche souvent vue comme fondamentale, mais il faut beaucoup nuancer ce propos. On recrute en maths, en physique, en chimie, en biologie, en physique nucléaire, en sciences de l'univers, en sciences humaines et sociales, en écologie, en sciences de l'ingénieur, en informatique. Voilà, donc on travaille sur des sujets tels que le stockage de l'énergie électrique, tels que la musique au Moyen-Âge, tels que des drones intelligents, tels que le boson de Higgs. Vous n'êtes pas uniquement développement durable ou nouvelles technologies. Vous êtes aussi musique au Moyen-Âge. Également. Et là, vous recrutez beaucoup pour la musique au Moyen-Âge? Je ne dirais pas que c'est la majorité des emplois. Vous recrutez des femmes? Non? Non, c'est pour illustrer cette idée qu'effectivement au CNRS, on couvre vraiment l'ensemble des champs disciplinaires, ce qui est effectivement quelque chose d'assez marquable par rapport aux autres organismes de recherche peut-être plus spécialisés. On recrute par concours, donc c'est logique pour les 25 000 fonctionnaires. Et c'est un concours qui est très sélectif, je vais vous donner quelques chiffres. Alors si on prend chacune des catégories, pour les chercheurs, on a environ 300 recrutements en 2014. Il faut candidater au mois de décembre, donc c'est passé pour cette année. La prise de fonction a lieu au 1er octobre. Vous avez 26 candidats par poste, donc un taux de pression assez important. Et les lauréats, pour donner quelques chiffres, ont en moyenne 32 ans. On a un tiers de femmes et un tiers d'étrangers. Un tiers des recrutements bénéficient à des étrangers au CNRS. S'agissant des ingénieurs et techniciens, on est à 75% sur des postes de catégorie A, donc des postes de cadre ou de cadre supérieur. On a 183 postes au concours en 2013. Pour donner les grandes tendances et être concret, un tiers de ces postes est en administration et pilotage, RH, budget, juridique, propriété intellectuelle, etc. 20% sur de l'instrumentation scientifique, 15% sur de l'informatique, on retrouve là des tendances qui ont été indiquées, 12% sur les sciences du vivant. Voilà. Ce sont des concours qui, à la différence d'autres administrations, sont très professionnalisés avec des fiches de poste précisément établies. On n'est pas dans un système de grandes salles ou de façon anonyme, on va remplir des copies. Voilà. Sur chaque concours, on sait précisément quels sont les postes. On a des jurys qui travaillent sur ces postes-là. Pour nos contractuels, moitié chercheurs, moitié
ingénieurs techniciens. On a essayé de développer une mutualisation des offres dans un portail emploi qu'on a ouvert en juin 2012, sur lequel on a en moyenne 30 offres en ligne pour 315 candidats en permanence en moyenne, et à peu près 300 laboratoires recourent à ce système. Les autres peuvent recruter en CDD par des annonces dans la presse ou d'autres voies, y compris les réseaux sociaux, mais on n'a pas de processus unique. Et là, les âges, c'est plutôt quoi ? Puisque vous dites sur les concours, grosso modo, c'est autour de la trentaine. Oui. Un senior hyper expérimenté sur un CDD ou une mission particulière au sein du CNRS, hors examen, concours, c'est faisable ou pas ? C'est bien sûr faisable et on trouvera des exemples dans ce sens. La moyenne du recrutement est quand même plutôt en dessous de 30 ans sur les ingénieurs techniciens. Voilà. Le sujet de l'élévation de l'âge du recrutement pour les chercheurs est un sujet qui n'est pas neutre en termes de politique scientifique, et on souhaiterait justement qu'il essaie de descendre un petit peu. D'autres choses à ajouter du côté des très jeunes diplômés, parce que vous dites 30 ans aussi, ça veut dire que vous privilégiez, comme le dit Jean-Marie Marx, pour cette année quand même 2014 encore difficile, on va chercher quand même les expériences des gens 5-10 ans. Eux, c'est les stars du marché. Là, c'est la même chose quand vous voyez des très très jeunes, brillantissimes, comme du côté de Dassault Systèmes, par exemple, où on ouvre quand même. Est-ce que vous avez quelques ouvertures ? Tout à l'heure, vous étiez d'accord en disant, c'est marrant, il y a des autodidactes sur certaines techniques de recrutement qui nous attirent et que l'on prend. Vous faites pareil ou pas ? Alors, oui. Le système de recrutement est différencié selon qu'il s'agisse d'un ingénieur ou d'un chercheur. Si on recrute un ingénieur, on a un système classique de jury attaché à des postes à pourvoir. Quand on recrute les chercheurs, on a un principe qui est législatif, qui est celui de l'évaluation par les pairs. Donc ce n'est pas moi qui décide de recruter monsieur Untel comme chercheur. On a des chercheurs qui élisent en grande partie ce qu'on appelle un comité national réparti en sections. Donc on a 41 sections disciplinaires correspondant aux maths, à la physique ou à des sous-disciplines. Et ce sont ces sections qui, se constituant en jury, recrutent les candidats. Ces candidats doivent avoir la thèse pour devenir chercheurs, et en général, ils ont un ou plusieurs post-doc, voilà, réalisés au CNRS ou à l'étranger. Et les pratiques selon les sections du comité national peuvent être variables. En mathématiques, par exemple, on recrute souvent très jeunes. En sortant de la thèse, en sortant de Normal Sup, c'est souvent assez rapide. Dans d'autres disciplines, notamment en sciences humaines et sociales, le recrutement est souvent plus âgé. Voilà. Maintenant, les jurys sont souverains, les sections sont souveraines, et on a chaque année une recherche de l'excellence, bien sûr, et donc il est tout à fait possible que certains profils particuliers ou plus seniors soient recrutés. Statistiquement, on a chaque année quand on regarde la pyramide des âges des recrutements, on couvre l'ensemble du champ. Voilà. Maintenant, je pense par exemple à l'agro. Il y a des agros dans la salle qui nous écoutent. Par rapport au développement durable, par rapport à l'évolution de l'agriculture, par rapport à la high-tech et ce qu'on doit faire du côté d'Internet et toutes les applications. Là, vous sortez un peu des sentiers battus, ou vous restez toujours dans cette notion de thèse, de concours, où vous dites, pour courir à côté du futur, il faut peut-être aussi changer nos habitudes. Alors, les secteurs que vous évoquez sont des secteurs où l'on recrute. La biologie, les sciences du vivant de façon générale, c'est le quart des emplois au CNRS. Donc c'est vraiment un secteur en pointe. Le mode de recrutement, lui, nous est fixé par les textes, donc c'est largement le concours. Voilà. Mais c'est un concours, encore une fois, très professionnalisé, où on cherche vraiment à examiner la compétence. Enfin, j'aimerais peut-être rappeler dans les conseils très concrètement, mais voilà, on a un examen au cas par cas, chaque candidat est auditionné à partir d'un dossier, il y a une procédure d'admissibilité, d'admission. Les choses sont faites vraiment dans le détail pour donner à chacun un maximum de chance. Merci beaucoup. Juste avant de partir dans la salle et d'avoir les avis aussi d'autres spécialistes, Jean-Marie Marx, une deuxième chose très importante. On a vu, certaines tranches d'âge sont favorisées, d'autres moins. Vous avez développé l'accompagnement. Qu'est-ce que vous faites pour celles qui sont favorisées, mais aussi pour celles qui le sont moins en ce moment et qui rament? Oui, donc les jeunes et effectivement les personnes qui ont plus d'expérience, les seniors, je crois que c'est important. On a complètement... l'APEC, je vais dire un mot effectivement de l'APEC, a aujourd'hui dans ses missions l'insertion des jeunes diplômés. C'est nouveau, c'est depuis 2 ans, et on a fortement développé notre action dans ce domaine, puisque
près de 30 000 jeunes diplômés aujourd'hui viennent chercher des services, des conseils donc, à l'APEC. Je laisse de côté bien évidemment le site qui par lui-même offre une lisibilité, une transparence du marché cadre. Ayant en tête que sur apec.fr, vous avez quasiment un recrutement sur 2 publicisé qui se trouve sur le site, ce qui ne veut pas dire que c'est l'APEC qui est en charge du recrutement. Et entre autres, les cabinets de recrutement, les agences d'emploi nous confient effectivement, font du sourcing effectivement sur notre site. C'est le cas également, donc, bien évidemment, donc, des entreprises. Donc la transparence du marché est un élément important pour les jeunes diplômés notamment, mais pas uniquement. Donc on a développé notre action sur une cible qui se situe plutôt sur le bac plus 5 et plus. C'est la plus-value de l'APEC, puisque là où nous avons une plus-value, c'est bien l'accès direct à des emplois de cadre. Donc les bac plus 5, on est à 60-70% d'accès direct à des emplois de cadre. Si je prends les licenciés, on est à 8%, on tombe à 8% d'accès à un emploi de cadre. Donc il y a un décollage extrêmement net entre bac plus 3 et donc bac plus 5. Donc on a développé notre action dans ce domaine. Donc il s'agit effectivement de jeunes diplômés qui n'ont pas directement trouvé un emploi dans la foulée effectivement de leurs études ou dans le cadre effectivement de leurs études, de leur stage. Et donc il s'agit bien évidemment de travailler avec eux leur projet d'insertion, de travailler avec eux leur recherche d'emploi en utilisant effectivement un ensemble effectivement de médias. C'est plus uniquement effectivement le CV. Le CV reste quand même largement dominant, mais vous évoquiez tout à l'heure le sourcing direct par les entreprises, être présent effectivement sur le réseau professionnel sont des éléments qui contribuent assez fortement aux chances d'accès effectivement donc à un emploi. Même si je relativise un tout petit peu, mais je pense que Dassault Systèmes effectivement est un bon exemple dans son secteur d'activité, bien évidemment. Aujourd'hui, l'offre d'emploi reste largement dominant, et je pense aussi au cabinet de recrutement sur le marché cadre. 80% des recrutements de cadres font l'objet d'une offre publicisée. Et 20%, effectivement, sont des recrutements directs par les entreprises, sur CV spontané, sur candidature spontanée, ou effectivement par du sourcing direct. Pour ce qui est des réseaux sociaux, je pense que on ne peut qu'inciter les personnes en recherche d'un emploi de les utiliser. Je pense que 80% des cadres sont sur les réseaux sociaux, 95% des jeunes, des réseaux sociaux donc professionnels. Donc c'est un point important d'accompagnement. Lesquels vous favorisez? Lesquels dans le hit parade, vous mettez lesquels sur les réseaux sociaux? Non, mais peu importe, LinkedIn, Viadeo, etc. Ils sont tous les réseaux regardés. sociaux professionnels. Ils sont recrutés, enfin, ils sont regardés par les recruteurs pour avoir des informations, pour sourcer, pour constituer des viviers, pour vérifier un certain nombre de choses, pour avoir de l'information effectivement sur les candidats. Maintenant, quant à dire, mis à part effectivement des acteurs particuliers, c'est par le réseau social que finalement le recrutement se finalise. Non, on est à 2-3% aujourd'hui. Ça bouge, hein. Ça évolue, on a 2-3% à peu près des recrutements de cadres dans leur ensemble qui se font directement au travers des réseaux sociaux. Alors on va peut-être demander à Christian Nègre, même question, quel accompagnement, quel conseil? Par exemple, je reviens aux fameux 14 grandes métropoles. Là. Quel conseil vous donnez ou quel suivi on peut faire? Parce que là, c'est vraiment le réseau de proximité. Les réseaux sociaux peuvent être intéressants, les réseaux professionnels, les alumni, comment on fait pour savoir qu'il y a des postes dans ce grand changement des métropoles? Je pense à Lyon, je pense à Nice, comment ça se passe? Alors, le recrutement dans la fonction publique, il est encore, bien entendu, très basé sur les concours. Donc, il faut d'abord, si on souhaite intégrer la fonction publique, guetter
les avis de concours qui sont de plus en plus professionnalisés, comme ça a été dit, et c'est tant mieux. Et ça permet du coup, même à des personnes qui ont quitté depuis un certain temps l'univers des études supérieures, pouvoir prétendre à réussir un certain nombre de concours avec plus de professionnalisation. Ensuite, il faut avoir bien conscience que les employeurs publics, c'est un ensemble d'employeurs qui ont eux-mêmes plusieurs types de modes de publication de leurs avis de vacances de poste, et donc il faut regarder un certain nombre de grands sites qui existent, que ce soit la Bourse interministérielle de l'emploi public, que ce soit la Gazette des communes, que ce soit emploipublic.fr par exemple, qui sont des sites fédérateurs d'annonces de postes vacants. Ensuite, il ne faut pas négliger non plus les avis qui sont publiés par un certain nombre de structures comme les communes, les départements, les régions, les établissements publics qui recrutent souvent, comme le CNRS par exemple, qui est un établissement public et qui a donc sa propre politique de recrutement. Et voilà, il ne faut pas imaginer que la fonction publique ou que les trois fonctions publiques sont un bloc homogène où voilà, il faut guetter, il faut veiller activement si on veut détecter des opportunités. Ensuite, en termes de réseau, on n'est pas du tout au niveau des réseaux sociaux comme c'était indiqué. Ça va venir, Montebourg l'a dit. Alors, peut-être que ça viendra un jour, tout en essayant d'adapter ça aux règles d'égalité d'accès aux emplois publics et aux principes constitutionnels qui sont liés à l'accès aux emplois de la fonction publique. Bon, néanmoins, effectivement, la notion de réseau fonctionne. Et là aussi, toutes les personnes qui sont des anciens des écoles représentées dans la salle et qui ont des postes de responsabilité dans les administrations constituent en soi un puissant réseau sur lequel il faut s'appuyer pour, à défaut d'avoir le poste réservé pour soi-même, ce qui serait encore une fois illégal, il y a une puissance du réseau qui permet effectivement d'avoir de l'information, d'échanger, et il faut s'appuyer là-dessus. Donc veille active. Juste un peu de concret, Christian Nègre. Par exemple, sans révéler des secrets, mais par exemple, je reprends l'exemple de l'agro parce que c'est peut-être l'école que je connais le moins. Quand on sort de l'agro, d'après vous, il faut plutôt utiliser quoi comme filière? Est-ce que vous avez des petites combines comme ça, 2-3 petits exemples bien concrets pour dire si vous êtes dans telle école, vous êtes ancien de là, tac, tac, regardez là, en ce moment ça bouge. Vous auriez des petits trucs à nous raconter, à nous dire, des petites infos? Typiquement sur l'agro, là moi non plus, je connais beaucoup moins cet univers, donc désolé pour ceux qui viennent de cet univers. Évidemment, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a l'Institut national de recherche agronomique, il y a aussi toutes les demandes qui sont aujourd'hui très fortes de contrôle sanitaire, de développement durable, de qualité des produits alimentaires. On a vu qu'un certain nombre de crises qui ont eu lieu ces dernières années démontrent qu'il y a un vrai besoin d'avoir un contrôle sanitaire à la fois des produits utilisés dans l'agriculture et des produits alimentaires qui sont mis ensuite sur le marché. Donc voilà des domaines où, bien entendu, le service public est demandeur de ce type de compétences. Jean-Marie Marx, là-dessus, vous avez juste une petite chose à dire? Je suis ingénieur agronome. Et donc non, juste pour dire, et on devient directeur général de l'APEC. Et on a passé beaucoup de temps à s'occuper d'emploi au cours de sa vie professionnelle. Donc je pense qu'il y a un point aussi très important, c'est de ne pas rester
dans sa formation initiale ou cantonné dans sa formation initiale, mais d'élargir le possible. Je pense qu'au plan, moi ce que je dirais, c'est qu'au plan sur votre formation de base, la technicité de votre métier, la compétence effectivement liée à votre formation, je pense que tout le monde, voilà, c'est pas là-dessus que se fera principalement la différence, sauf si vous êtes dans le domaine de la recherche, etc. Mais par contre, effectivement, il y a deux compétences qui me paraissent extrêmement importantes, qui sont sollicitées aujourd'hui par les entreprises, surtout pour des postes de cadre. C'est la capacité à travailler en équipe, c'est l'interdisciplinarité, c'est la capacité à manager des projets, à conduire des projets, c'est aussi la capacité de management de manière un petit peu plus générale. Puis on l'a évoqué tout à l'heure, la créativité, mais en même temps, la contrepartie de la créativité, c'est aussi l'adaptabilité dans les entreprises, la capacité aussi à évaluer son action. Donc voilà, moi je dirais un conseil, même quand on est agro, bien évidemment, si vous trouvez un emploi direct à l'INRA, Chambre d'agriculture ou dans l'industrie agroalimentaire, c'est très bien, mais ne vous limitez pas effectivement forcément à ce secteur d'activité. Donc cherchez plus large. Et je connais plein d'ingénieurs agro qui ne sont pas, absolument pas aujourd'hui, alors peut-être après quelques années d'expérience professionnelle, dans leur formation effectivement de départ. Puis il y a tout ce qui est l'industrie du vivant, etc. On n'a pas évoqué on a un peu évoqué la santé, tout le secteur de la santé. Et des soins, des services à la personne sont des secteurs qui sont en fort développement, où malheureusement on a beaucoup de pénuries, notamment de professions médicales, mais ça c'est un autre sujet, c'est les fameux numerus clausus, où c'est bien dommage, enfin ça fait 10 ans ou 15 ans que je le dis, on est obligé de recruter, quand vous allez dans un hôpital public aujourd'hui, beaucoup effectivement de professeurs sont étrangers, bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais et en même temps on envoie des jeunes se former en Belgique, c'est vrai aussi d'ailleurs dans le domaine vétérinaire pour revenir après en France. Donc il y a un vrai sujet. Et puis effectivement un secteur qui est beaucoup en développement, je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est une population qui vieillit, donc les soins à la personne, les personnes âgées, les maisons de retraite, les directions de maisons de retraite, etc. Il y a besoin de beaucoup d'encadrement dans ce domaine. On va y revenir avec les questions de la salle. Juste un petit détail, on va faire un focus avec François Roux, qui s'occupe de Prisme Emploi. Donc l'intérim des cadres, vous dites, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Il faut y penser. Oui, bonjour à toutes François et à tous. Roux. Donc, je suis François Roux, délégué général de Prisme Emploi. Et ce qui est frappant dans le domaine de l'intérim, commençons par l'intérim, c'est... Je me mets comme ça. Voilà, pour la caméra. Voilà, à la caméra, voilà. Bah, excusez-moi, je suis... non, mais de la salle aussi. Bien. Donc, ce qui est très frappant, c'est que le développement de l'intérim cadre a été très fort depuis les années 2000. Il y a une augmentation de 120%. Alors aujourd'hui, intérim, ça veut dire 40 000 personnes à peu près en France tous les ans. Et malgré les difficultés de l'intérim actuellement, c'est un secteur qui se porte plutôt moins mal que les autres. Donc c'est plutôt une relativement bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va développer, et c'est sorti, c'est tout nouveau, c'est sorti la semaine dernière, un CDI, c'est-à-dire que désormais, les entreprises de travail temporaire pourront proposer des CDI. Donc il y a déjà eu quelques signatures qui ont été médiatisées, et ces CDI permettent d'avoir la garantie d'avoir un contrat à durée indéterminée d'une part, et puis de pouvoir multiplier des expériences et des missions à l'intérieur de ce CDI. Donc c'est quelque chose qui va s'adresser aux personnes dont les qualifications sont les plus demandées par le marché. Donc ça peut être dans des secteurs en tension. C'est ceux qui ont été d'ailleurs évoqués. Je n'ai pas d'originalité par rapport à Jean-Paul Brett pour les chasseurs de tête ou Jean-Marie Marx pour la PEC. Dans le domaine des cadres, c'est toujours les mêmes secteurs qui sont en cours de recrutement. Mais l'originalité de ce contrat, c'est que ça permet d'avoir une garantie d'emploi, accès au crédit, accès au logement, et en même temps d'avoir la possibilité de multiplier des expériences à l'intérieur de ces éléments. Et puis, dans les agences d'emploi, donc les ADECO, Manpower et autres enseignes que vous connaissez tous, avec 6000 agences sur l'ensemble du terrain, eh bien vous pouvez aussi, puisque maintenant on fait aussi du recrutement, alors c'est pas de la chasse comme chez Syntec Recrutement, c'est pas de la haute couture, c'est du recrutement pour des cadres, et on en fait à peu près 8000 par an, et là vous pouvez trouver dans les agences d'emploi des CDD, des CDI, et puis, je vous le redis, de l'intérim qui conduit très souvent à des contrats à durée indéterminée. Alors François Roux, juste recrutement, l'aspect recrutement. Deux petites questions.
La première, c'est pour obtenir cette histoire de CDI cadre, quelle est la démarche réelle qu'il faut faire? On pousse. Et la deuxième question, c'est lorsque vous dites que vous faites aussi du recrutement, c'est vrai que la chasse de tête, c'est plutôt pour les grandes boîtes, le CAC 40. Vous, est-ce que vous êtes très territorial, de proximité et que vous touchez les PME? Voilà. Alors, il y a un facteur très important, c'est qu'on est proche des entreprises, très proche des entreprises, et que donc, avec nos 6000 agences sur l'ensemble du territoire, on a la possibilité d'être très très proche des PME, mais on fait aussi du travail pour les grands groupes. Mais pour les PME, plus de 50% de nos recrutements sont faits en direction de PME. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même marché que celui de l'intérim, qui est plutôt pour les grandes entreprises. Donc, plutôt des PME, ça c'est très, très important. Et votre deuxième question, c'était... Sur comment fait-on pour mais comment fait-on postuler pour le CDI? Avant, on poussait à la porte des agences. Maintenant, il y a Internet. Donc, évidemment, toutes les agences ont développé des systèmes, des job boards. Donc, je vous recommande d'aller, pour ceux qui cherchent des jobs ou ceux qui peuvent en parler et faire des recommandations aux jeunes, c'est évidemment d'aller dans les job boards et de trouver des possibilités. Donc, je vous le répète, soit d'intérim avec des missions qui sont des missions plus ou moins longues et qui correspondent aux qualifications demandées, soit à des CDI, soit à des recrutements pour le compte d'entreprise. On va demander à Albert Iribarondo, lui, de nous éclairer sur l'aspect réseau. C'est très important. Monsieur, c'est à vous. Bonjour. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver et à entendre tout ce qui est dit. Je voudrais vraiment passer le message Le micro, comme une glacée d'optimisme. Je suis extrêmement frappé, pour avoir été président d'une association d'anciens élèves, un des cofondateurs de manager.com et aujourd'hui dirigeant un cabinet de recrutement. Je suis extrêmement frappé par le positivisme donné par tous les chiffres qu'on a cités ce matin. Est-ce que vous réalisez des dizaines de milliers d'emplois créés dans certains secteurs? Et tout ce qui me préoccupe, c'est ce que chacun d'entre vous avait en tête en participant à cette conférence, non seulement au niveau de la connaissance, et j'en suis très reconnaissant à Jean-Marie Marx, Jean-Paul Brett et à tous les intervenants ici, mais ce qui me frappe, c'est toutes ces possibilités individuelles dans chaque entreprise de création d'emplois et de postes qui sont là. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un marathon. J'ai l'impression que vous êtes au 30e kilomètre. Il y a le mur des 30 km et on se dit comment aller au bout. Alors tout d'abord, les réseaux, c'est les réseaux mondiaux. On est dans la 5e plus belle année de l'histoire de la chasse de tête depuis 50 ans. La 5e. Bon, la meilleure c'était 2008, juste avant que ça s'effondre en octobre. Mais la 5e. Il y a des pays, quand vous leur demandez, pensez-vous que 2014 sera meilleur que 2013 ? À 98%, le Canada dit oui. La Chine, 90%. Si vous allez en Afrique, mais ils ont enfin des signaux positifs qu'ils attendent depuis des décennies en termes de croissance. Donc, au niveau mondial, la croissance, elle est là. On n'est pas en récession. Donc, il y a des créations partout de richesses, de progrès et d'emploi. Premier réseau, géographique. Deuxième réseau, dans le temps. Je veux dire, évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer là, tout de suite. Là, alors, tout de suite, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais vous croyez que dans la gestion des talents, il ne faut pas raisonner à long terme ? Pour les entreprises, aujourd'hui, mon message, c'est que c'est le moment d'investir. Il n'y a pas de plus belle avoir ressource que les talents. C'est vrai, il n'y a pas une entreprise qui peut se passer de talent. Donc, les entreprises, aujourd'hui, recrutent des talents. Alors, il y a des tas de possibilités. Il y a des recrutements qui se font parce qu'il y a des successions. Il y a des recrutements qui se font parce qu'on crée de nouveaux jobs. On a parlé du digital. Un directeur marketing aujourd'hui, il n'a rien à voir avec un directeur marketing il y a 5 ans. Mais rien à voir. Donc il faut qu'il se forme, il faut qu'il évolue, il faut qu'il investisse dans les nouvelles technologies. Donc il y a, en termes d'investissement, en termes de réseau, une réflexion à avoir dans le temps. Pour vous,
pour les demandeurs d'emploi, les exécutives, se pose aussi la question, est-ce que je raisonne sur prendre des contacts immédiatement et est-ce que je raisonne à cultiver ces contacts sur le moyen et le long terme? Même si vous avez un coup d'arrêt dans un secteur, dans un métier aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ce que vous faites aujourd'hui, les gens vont s'en rappeler, vos contacts, pendant des mois et des années. Si vous voyez quelqu'un pendant 1 heure, il vous donne 1 heure de sa vie. Vous êtes très optimiste là, non? Très optimiste. Ouais, et je pense parce que je vais pour vous voir chaque... pendant 1 heure que je vais me souvenir de vous toute ma vie. D'abord, si, bien sûr. nous sommes structurés pour essayer de le faire. Deuxièmement, pendant que vous passez 1 heure avec vous, Brigitte, je passe 1 heure avec vous, je la passe avec personne d'autre. Des dizaines de milliers de centraliens, de gens d'IMD, de Sciences Po, du G16 qui voudraient passer cette heure. Non, je la passe avec vous. Vous vous rendez compte? Donc, cette heure, vous devez en faire quelque chose d'important pour votre vie et pour la mienne et pour les clients. Donc, ce qui est très important aussi dans l'investissement que vous faites, c'est de penser à être connecté en vous disant que ce n'est pas seulement pour faire un coup, là, demain, embêter quelqu'un. Non. C'est un contact que vous prenez pour des années. Donc cultivez ces réseaux, et ces réseaux, bien sûr, formidables. D'abord, les associations d'anciens élèves. Vous vous rendez compte la chance que vous avez là? Parce que j'imagine que si on fait le pourcentage, il y a quand même bon nombre d'élèves. Qui appartient au G16 comme association d'anciens élèves? Montrez la main. Voilà, vous vous rendez compte, quelle chance! Quelle chance! Alors déjà, vous avez l'association d'anciens élèves, donc c'est un crime de ne pas y être. Il faut payer la cotise, là, déjà. Ensuite, il faut se connecter à manager.com. Alors justement, Albert Iribarando, je vous propose une chose, c'est qu'on demande à Laetitia de Montsaber, qui gère manager.com, de nous dire concrètement comment ça se passe, ce qu'il faut faire et quel est l'intérêt. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme vous l'avez bien dit, c'est totalement criminel de ne pas être inscrit sur manager.com puisque c'est un outil qui est dédié à la plupart d'entre vous. Un rapide petit retour en arrière pour vous présenter l'origine de Manager qui a été fondée en 2005 par 4 associations d'anciens élèves de grandes écoles, l'IX, HEC, Centrale et l'ENSAE, dans le but premier de mutualiser les offres d'emploi à disposition des étudiants pour avoir des offres aussi bien profil école de commerce que école d'ingénieur et également des offres reflétant des compétences multiples. Maintenant, Manager a grandi. Il y a 21 associations qui sont membres de Manager.com, dont 14 qui appartiennent au G16+, ouverts aussi bien à la France, en grande majorité, mais également à l'international. Et puis Sciences Po, inclassable entre les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Et j'insiste sur le fait que c'est donc bien une émanation des associations d'anciens élèves de grandes écoles et non pas un partenaire extérieur. Donc c'est vraiment un outil qui est fait pour vous, alimenté par les associations, donc profitez-en. Concrètement, comment ça marche? Les diplômés des écoles membres de managers sont invités à remplir un profil en ligne. Vous allez me dire encore un nouveau profil, j'en ai déjà un sur LinkedIn, un sur Viadeo, etc. Mais on a vu que trop l'importance de la fonction réseau et puis des job boards. Là, ce job board, qui est plus que ça, il est fait pour vous. Donc c'est vraiment un job board de niche. Et les recruteurs le savent en allant sur manager.com, ils savent qu'ils ont la garantie du diplôme, ils savent à qui ils s'adressent et ils déposent des offres en conséquence. Ils connaissent bien aussi la spécificité de manager qui est d'avoir une répartition assez équitable entre les jeunes diplômés présents et puis les expérimentés et les plus de 16 ans d'expérience. Merci beaucoup. Peut-être juste un dernier mot? Oui, il y a le profil. Donc on a le temps des offres. questions. Oui, pardonnez-moi. Les 2 autres outils qui sont à votre disposition, c'est donc les offres qui sont en ligne. Il y en a plus de 3500 nouvelles par mois. Vous avez la possibilité de paramétrer des alertes. Donc voilà, vous avez abondance d'offres et de moyens d'y accéder. Et puis la fonction réseau. Vous avez une messagerie interne, inter-école. Utilisez-la. Voilà, utilisez Manager. Merci beaucoup. Juste avant de passer aux questions, je vous demanderai de lever les mains pour qu'on arrive avec des micros pour que ça aille très vite, qu'on puisse. On a à peu près 20-25 minutes de questions. Juste Didier Simon de Bessac, lui aussi c'est un chasseur de tête.
Et je voudrais juste que vous précisiez 2-3 détails sympas pour les gens autour de comment on fait pour passer une heure avec un chasseur de tête. Et la deuxième chose, sur le management de transition. Vous êtes très fort là-dessus. Dites-nous en quelques mots ce à quoi il faut faire attention. Pardon. Alors d'abord un premier mot, je suis très honoré d'être au G16. Si on m'avait dit ça un jour, bon, je ne l'aurais pas cru. Très rapidement aussi, vous avez compris que Brigitte m'avait donné 4 minutes, maintenant j'ai plus que 30 secondes. Sur 3 sujets, plus que 2 d'ailleurs, donc ça va être très vite. Management de transition, un premier mot d'abord. On passe très rapidement finalement de la génération Y à la génération senior. C'est assez paradoxal. Donc évidemment, le management de transition, ça concerne d'abord et avant tout des personnes qui ont eu une expérience professionnelle relativement longue. Ne nous trompons pas, ce n'est pas un choix par défaut. Ça veut dire que celui ou celle d'entre vous qui cherche d'abord un CDI, ce n'est pas le management de transition. Les professionnels du management de transition vous disent 20 à 25% des missions se traduiront par un CDI. Bon, 20-25, c'est pas mal, mais enfin, ça veut dire que statistiquement, vous devez en faire 4 ou 5 d'affilée. Donc, ce n'est pas le choix, je veux dire, la voie royale pour trouver un CDI. Ensuite, quand vous êtes sur une mission de management de transition, par définition, vous bossez énormément, parce qu'il y a le feu. On recrute des gens qui sont des gens très seniors, très expérimentés, souvent un peu surdimensionnés d'ailleurs, parce qu'il y a une problématique qu'il faut régler extrêmement rapidement. Donc, si vous avez envie de faire du management de transition, allez-y. Si c'est simplement en vous disant bah, c'est une façon quelque part d'occuper mon temps, je ne suis pas sûr. Par rapport aux chasseurs de tête, rapidement, alors comme on est entre nous, qu'il n'y a pas de micro, pas de caméra, rien, tout va bien, et qu'il n'y a pas de chasseurs de tête dans la salle à part moi, je vais pouvoir vous dire que, bah, évidemment, les chasseurs de tête, c'est une mentalité, une race à part. Ça a quelques égos, donc il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'abord, le premier conseil que je vous donnerai, c'est avant de privilégier le contact avec un chargé de recherche, avec un consultant, c'est justement, lapsus révélateur, la première population avec laquelle vous êtes en relation souvent en tant que candidat, ce sont les chargés de recherche. Et il faut éviter quelque chose que j'appelle le syndrome, allez, on est entre nous, j'y vais, que j'appelle le syndrome d'élection présidentielle de 2002, c'est-à-dire de penser au deuxième tour avant de penser au premier. Si vous ne franchissez pas l'étape de la chargée de recherche, ce sont souvent des dames, des jeunes femmes, vous n'avez aucune chance de rencontrer le consultant. Donc ça veut dire que quand vous avez un appel téléphonique masqué, c'est souvent comme ça chez les chasseurs de tête, ne vous posez pas la question de savoir si c'est un cuisiniste qui essaie de vous vendre sa marchandise, dites-vous que c'est peut-être un chasseur de tête. Donc décrochez. Pourquoi décrocher? Parce que les chargés de recherche ne vous laisseront pas nécessairement un message. Ils ont une pile de CV à appeler, vous êtes le 5e, le 8e ou le 12e. Si vous ne décrochez pas, peut-être qu'elle vous laissera un message, mais peut-être pas. Donc c'est dommage. Par contre, vous êtes en situation difficile pour passer un entretien téléphonique, vous êtes dans le métro, vous êtes au restaurant, vous êtes en train d'attendre vos enfants à l'école, vous avez parfaitement le droit de dire à une chargée de recherche, je ne suis pas dans la meilleure situation pour passer un entretien, prenons rendez-vous. Faites-le, c'est mon petit conseil. Plutôt que de faire un entretien dans lequel vous ne serez pas complètement à l'aise, y compris techniquement, y compris dans le son, vous risquez de ne pas passer un bon entretien et clairement, vous ne passerez pas le deuxième tour. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Décrochez quand ça sonne, éventuellement proposer un rendez-vous téléphonique, et très clairement, c'est le dernier puisque j'ai déjà fini mes 30 secondes, le troisième, c'est mettez-vous très bien avec les chargés de recherche. C'est un super allié pour vous, parce qu'elles ont de la mémoire, il n'y a pas de blacklist, mais enfin bon, clairement, si vous les prenez un peu de haut, si vous n'avez pas une relation, je dirais, assez positive, vous étonnez pas que derrière, on vous traite d'une certaine manière aussi. Or, vous allez peut-être également être en relation avec eux ou avec elles, à l'issue du recrutement, après avoir vu le consultant. Parce que souvent, les consultants vous disent « je vous rappelle la semaine prochaine ». Bon, prenez ça comme un point de repère la semaine prochaine. Ce n'est pas nécessairement exactement la semaine prochaine, c'est peut-être dans un mois. On en reparlera peut-être dans des questions en dehors. Si vous n'arrivez pas à avoir le consultant, vous avez peut-être plus de chances d'avoir les chargés de recherche. Donc vraiment, c'est un allié. Soyez très vigilants là-dessus. Je termine. C'est maintenant à vous. Nous avons 20-25 minutes. Je vous propose de lever à plusieurs les mains, qu'on vous repère avec les micros, comme ça on ne perd pas de temps. Là, tout de suite, monsieur, on lui apporte un micro. Est-ce que vous avez la gentillesse de vous présenter? Et c'est à vous, tout de suite. Une autre main se lève pour qu'on prépare le micro. Je vous écoute. Bonjour à tous. Rémi Usan, je suis expert en communication territoriale, spécialisé dans le repositionnement du magazine municipal. Ma question, c'était, il va y avoir des élections municipales, on va avoir beaucoup de cadres, de services communication qui vont peut-être devoir évoluer dans un laps de temps de 6 mois, 1 an. Je voulais savoir si en termes de cabinet de recrutement, il y avait des passerelles aujourd'hui qui étaient pensées
pour utiliser ces compétences qui vont être sur le marché à partir du mois d'avril? Oui, alors il n'y a pas de, comme pour nous, cabinet de recrutement, il n'y a pas de séparation entre les types d'organisations, les entreprises privées, les collectivités, l'administration, quoi que ce soit. On raisonne d'abord, avant tout, en termes de compétences et d'ADN avec l'entreprise qui recrute. Donc, bien évidemment, il y a des possibilités. Après, comme vous l'a expliqué Didier Simon de Bessac, il est important de se faire connaître, de se faire identifier par les cabinets. Ça n'avait pas été dit tout à l'heure, mais c'est important de le savoir. 28% des recrutements des cadres sont externalisés. Hein, ça veut dire qu'il y en a donc 72% qui ne le sont pas. Hein. C'est-à-dire que les entreprises traitent en direct. 28% sont externalisés, une grande majorité via les cabinets, mais ceci c'est une moyenne. Dans la réalité, c'est pas les grandes entreprises qui font forcément appel à nous. C'est pas forcément, vous avez dit tout à l'heure le CAC 40. Non, finalement le CAC 40, il a deux options. Soit il internalise totalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, soit il externalise totalement, c'est ce qui se passe également. On appelle ça le RPO, Recruitment Process Outsourcing, et que vous alliez chez Atos, chez Siemens, chez Microsoft, tout est au RPO. Donc il y en a qui internalisent, il y en a qui externalisent. Les entreprises, nos clients préférés, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui nous utilisent, ça va plutôt être les entreprises de taille intermédiaire. Hein, peu les TPE, PME, et je pense que c'est plutôt en effet la partie recrutement permanent des agences d'emploi, hein, parce que maillage territorial très fort. Nous, on est beaucoup plus sur les entreprises globalement de taille moyenne, les très très grands groupes ayant des optiques qui peuvent être assez variables. Christian Nègre, une réponse? De petits éléments complémentaires. Bon, donc je confirme bien qu'il faut être bien avec les cabinets de recrutement. Il faut s'appuyer aussi sur le réseau qu'ils constituent, hein, parce qu'ils ont eux-mêmes un réseau. C'est la compétence quand même qui compte in fine. Concernant les collectivités territoriales plus particulièrement, vous le savez sans doute, mais je le rappelle, il y a un certain nombre de cabinets qui se sont spécialisés dans les métiers des collectivités territoriales. Donc ils sont bien entendu particulièrement mobilisés en ce moment pour à la fois détecter les opportunités de poste à l'occasion effectivement du mouvement électoral et accompagner les cadres qui ont travaillé dans cet univers pour les aider à se repositionner. Une autre question, une autre interpellation, monsieur, vous voulez bien vous présenter? Merci. Bonjour, Franck Farnell, INSEAD. Le micro, comme une glace italienne. D'accord. Alors, en fait, Franck Farnell, INSEAD, je voulais savoir quel était le devenir de la fonction affaires publiques en France. Parce qu'on voit que c'est un métier qui est très bien développé dans les entreprises anglo-saxonnes, dans les organisations publiques anglo-saxonnes. Mais par contre, en France, on sent que ça balbutie. Et je voulais savoir, en tant que professionnel du recrutement, quel est l'avenir que vous voyez à cette fonction? Comment vous la voyez se développer? Christian Nègre ou Jean-Marie Marx ou vous-même? Fonction affaires publiques dans des entreprises, bon, ça dépend bien évidemment beaucoup des secteurs d'activité. On n'a pas de statistiques extrêmement précises ou d'analyses précises de la fonction, mais elle existe, elle est bien évidemment développée dans des entreprises et dans des secteurs d'activité qui travaillent en lien avec la commande publique, mais qui est assez large, qui finalement intéresse un ensemble de services et de champs économiques. Jean-Marie Marx, d'abord une réaction, et puis monsieur Iri Barando. Non? J'ai réagi. Pardon. Merci beaucoup. On est dans un pays où cette interface public-privé est essentielle. Donc je pense que le fait d'être tourné vers le secteur public ou les affaires publiques en venant du privé, ou inversement, d'avoir une approche d'entreprise dans la fonction publique et des expériences en management et orienté résultats sont des profils avec lesquels je travaille depuis 15 ans dans mon cabinet. Et c'est le secteur qui a le mieux marché chez Circa l'année dernière.
Une autre question, une autre interpellation de ce côté. Monsieur, vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Hervé de Villers, ancien Télécom. On a parlé tout à l'heure d'une stabilité du recrutement donc en France. Et j'aurais voulu savoir quid de la tendance en Europe. Quels sont les secteurs qui recrutent en Europe? Et autre question aussi, n'est-il pas plus facile pour un cadre senior de trouver du travail en dehors de la France? Monsieur Brett, Jean-Marie Marx, mais on peut demander aussi à Frédéric Gauthier d'Assosystèmes ce qu'il en pense. Alors, sur un niveau européen, au-dessus de Syntec, il existe une confédération qui s'appelle EXA, European Confederation of Search and Selection Association, qui regroupe donc les syndicats professionnels des principaux pays européens. On est vraiment à l'image de ce qu'on reçoit à travers les médias, c'est-à-dire que l'Europe du Sud va pas très bien, hein, alors qu'en revanche, l'Europe du Nord va bien et UK va très très bien. Voilà, ça c'est le global. Et puis après, on va voir quand même que suivant les pays, l'Allemagne recrute beaucoup d'ingénieurs et c'est bien pour nos jeunes diplômés. Hein, c'est toujours aussi présent. Les services financiers sont bien repartis en UK et recrutent beaucoup de personnes. Après, concernant la problématique plus particulière des seniors, je n'ai pas le sentiment que dans les autres pays européens, elle soit aussi marquée que chez nous. Et que cette notion de seniorité importe autant. Là encore, mes confrères pourront le dire, mais quand nos donneurs d'ordre sont non français, entre guillemets, ils s'en fichent complètement de tout ceci, ils sont vraiment skills, il n'y a que ça qui les intéresse. Hein. Donc l'approche qu'ont les autres pays européens vis-à-vis de la seniorité est assez différente quand même. Et le fait de partir encore plus loin, Télécom, Afrique, tous les pays dont on parlait avec M. Iri Barando tout à l'heure, où la croissance explose. Lorsqu'on est senior, faut-il tenter sa chance dans l'entrepreneuriat autour de sa spécialité dans des pays où la croissance explose? Je pense que c'est très facile. Moi, j'ai une anecdote, et Didier et moi avons travaillé ensemble il y a quelques années dans une entreprise où on avait un garçon qui n'avait pas énormément de qualifications. Son épouse avait été nommée en Chine. Il est arrivé en Chine sans qualification. Au bout de 2 semaines, il avait déjà un job. Hein, et depuis, il vit très heureux depuis 10 ans. Il n'a jamais eu de soucis professionnels. Frédéric Gauthier? Je ne vais pas ajouter grand-chose. Effectivement, je n'ai pas de statistiques particulières pour répondre à votre question, si ce n'est l'expérience de voir que dans certains marchés, c'est très tendu. Donc effectivement, les pays nordiques, le UK, l'Allemagne, on est dans des situations de quasi plein emploi. Donc effectivement, c'est compliqué de trouver les talents que l'on veut ou les compétences que l'on veut. Cela dit, attention à la barrière de la langue. Parce qu'effectivement, l'Allemagne aujourd'hui, ça peut être considéré comme un Eldorado. Mais même dans des secteurs très internationaux comme le mien, si vous ne parlez pas allemand en Allemagne, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a un aspect culturel qui est fort. Et donc, si vous avez une pratique courante d'une langue étrangère, privilégiez quand même le pays où vous serez capable de parler cette langue locale. Même pour la présidence de la Commission européenne, le PPE a choisi Juncker qui parlait allemand et surtout pas Barnier qui parlait pas un mot d'allemand. Alors vous voyez, même à tous les niveaux, c'est comme ça. À vous. Oui, bonjour, Cyril Dumière, EM Lyon. Une question pour Monsieur Gauthier à nouveau. Quelle est, en quelques mots, votre stratégie dans les pays émergents? Est-ce que c'est une zone que vous investissez beaucoup? La réponse est clairement oui. Si vous voulez, aujourd'hui, on est très mature dans 4 gros pays qui sont la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Dans ces pays-là, on y est depuis longtemps. Il y a des bases installées industrielles très fortes, et donc on est dans une situation de maturité forte où notre croissance est drivée par la croissance externe, parce qu'en gros, c'est intéressant pour nous pour accroître notre portfolio de marques, c'est de faire des acquisitions. En revanche, dans les pays émergents, et donc là je ciblerai certains qui sont, à force d'être émergents, ne sont plus vraiment, enfin la Chine, l'Inde, plus émergents les pays d'Amérique latine. Là, très très clairement, il y a de très très grosses opportunités, parce que vous avez des marchés qui s'ouvrent. Et encore une fois, aujourd'hui, avec la mondialisation, quand la 3D est un média qui descend dans la rue à Paris, c'est un média qui descend aussi, peut-être même d'ailleurs avant, à Shanghai, à Bombay et à Rio. Donc oui,
on a des stratégies de croissance qui sont liées à nos marchés et effectivement, ça se développe très très fort. Mais vous prenez des gens que vous expatriez, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où vous choisissez vos signes globales, mais vos actes locaux, comme on dit. Ce que je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais je sais plus qui est l'un de vous qui l'a dit, c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'expatriation globalement a vécu. Hein. Donc je ne dis pas qu'on ne fait plus d'expatriation, mais c'est tout compte goutte, et avec des conditions qui se rapprochent de plus en plus de conditions d'expatriation light. Et on privilégie le recrutement local, sachant que, encore une fois, si on fait un recrutement à Buenos Aires, à New Delhi, à Stuttgart ou à Paris, à la limite, la nationalité, le sexe, l'âge n'est pas un différenciant. Voilà. Une question, une interpellation. Monsieur, vous voulez bien vous présenter? Merci. Oui, bonjour à tous. Jean Dugas, ancien Sciences Po, je suis DRH en mobilité. J'ai une information et une question. L'information s'adresse aux seniors, aux personnes de plus de 20 ans d'expérience comme moi. J'ai lancé une petite initiative dont j'ai informé l'ensemble des 16 grandes écoles sur la création, je crois beaucoup à l'émulation collective et constructive. Donc j'ai proposé de créer un petit groupe que j'appelle, avec un petit clin d'œil, Job Search Dream Team, qui serait multifonction, moins d'une dizaine de personnes. Nous sommes pour l'instant entre 3 et 5 potentiellement, donc c'est un petit groupe resserré qui échange beaucoup pour avancer et trouver des opportunités. Ça c'est l'information, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de vos services carrières. La question c'est vis-à-vis, ça a été un peu évoqué, vis-à-vis des sociétés étrangères qui investissent en France. On parle beaucoup de problèmes d'attractivité de la France. François Hollande a encore reçu il n'y a pas très longtemps une délégation, il y a eu différents articles dans les Échos. Est-ce qu'il y a une posture particulière pour les candidats vis-à-vis de ces sociétés? Comment les contacter et quelle posture éventuellement adopter vis-à-vis de ces sociétés? Une réaction, une interpellation. Monsieur Iri Barando. On peut demander aussi à Didier Simon de Bessac, un autre chasseur de tête. Bien, si vous voulez être approché par des structures internationales, bien sûr, il faut avoir un modèle de CV en anglais immédiatement disponible. Il y a une association qui existe qui s'appelle aesc.org, qui regroupe tous les chasseurs de tête anglo-saxons, et une branche qui s'appelle Blue Steps. Vous allez retrouver tout ça sur Internet. Et là, le conseil que je fais pour les plus seniors et tournés vers l'étranger, c'est de laisser trader au fil de l'eau un CV en anglais d'une page avec quelques mots-clés très forts qui expliquent qu'ils aimeraient bien être chassés, approchés sur ces mots-clés. Et pour les entreprises étrangères qui sont en France, GE et compagnie, on fait quoi? Ce qu'il y a, c'est que vous ne pourrez pas tout cibler. Soit vous serez très attiré par les sociétés allemandes et vous irez à la Chambre de commerce franco-allemande, vous prendrez des contacts. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec l'Allemagne, il y a beaucoup de recrutement. Si vous cherchez d'autres origines culturelles, il faut rentrer dans des réseaux, des connexions qui sont très branchées soit vers les États-Unis, soit vers l'Afrique. Rien de cher n'arrive facilement. Juste un petit complément de réponse, vous donnez à votre confrère Didier Simon de Bessac, oui, Grand Alexander. Juste deux compléments rapides. Le premier, Albert vient de me le griller, c'est effectivement quelques chambres de commerce internationales. Il y en a quelques-unes qui sont très très dynamiques. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'anglaise, je pense à l'américaine, je pense aussi à la japonaise. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément un peu d'éclairage, on l'a évoqué tout à l'heure sur les réseaux sociaux, et j'ai entendu qu'on ne se mouillait pas trop sur un choix LinkedIn, Viadeo, etc. Moi, je le fais. Choisissez LinkedIn, évidemment. LinkedIn et pas Viadeo si vous devez en choisir qu'un seul. Parce que LinkedIn est plus international, est un peu plus haut, j'allais dire, dans le type de positionnement. Ça ne vous empêche pas d'être sur Viadeo, mais entre nous, vous ne pourrez pas être très actif, puisque la question, ce n'est pas de se dire simplement j'y suis ou je n'y suis pas. C'est si j'y suis, c'est pour en faire quoi. Or, c'est une démarche un peu active d'y être. Voilà, donc c'était juste pour compléter, et j'espère qu'il n'y a personne de Viadeo dans la salle. Une question là-bas, enfin une dame. À vous, madame. Bonjour, Martine Goutman-Ambroise, donc ancienne école des mines. Donc une question plus spécialement à Monsieur Gauthier. Donc si j'imagine que que vous publiez des offres d'emploi sur votre site. Si maintenant je suis intéressée par votre entreprise et que je suis intéressée très spécifiquement par une offre d'emploi, comment me conseillez-vous d'approcher cette offre? Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Est-ce que c'est comme ça que ça va marcher d'envoyer ma candidature via le site? Quel est le taux de réussite de cette démarche?
Assurément, c'est le meilleur moyen. Que vous postuliez directement sur une offre d'emploi qui est publiée sur notre site ou que simplement vous ayez envie d'attirer notre attention, utilisez le process online. Ça sert à rien, enfin je dis pas ça pour vous décourager de le faire, mais ça sert à rien de m'envoyer un CV. J'en reçois plus de 500 par jour, je n'ai absolument pas le temps de les ouvrir. Donc le papier c'est fini, donc même les emails, nous aujourd'hui on a un fonctionnement qui est de plus en plus sous forme de communauté. Donc les emails, c'est quand on a le temps. Donc très honnêtement, si vous voulez être efficace, allez online. Vous avez là des équipes de spécialistes de chasse qui regardent ça toute la journée, c'est leur job. Donc encore une fois, que ce soit sur une démarche ciblée ou que ce soit sur une démarche où vous prenez date, c'est le meilleur moyen d'être efficace. Une question devant, monsieur, vous vous présentez, il y en aura une autre au fond après. Oui, Olivier de Codiou, je suis ici au titre d'un NSAE et par intérim, juste pour la journée, également au titre de l'école polytechnique. Simplement, je réagis par rapport à l'international et par rapport à ce qu'il convient de faire. Tout d'abord, mon ami Albert a dit optimisme, optimisme. Alors là, je suis tout à fait dans cette lignée-là, puisque moi, mon message cette année, c'était optimisme plus énergie égale succès. Et je vous encourage tout à fait à être très mobile à l'international, à aller sur place, à aller rencontrer les gens. En 2012-2013, c'était indispensable. On a bien vu la catastrophe de l'emploi. En 2014, cela reste indispensable parce que aller à l'international, vous vous trouverez, et quand les entreprises françaises vont redémarrer et qu'enfin, heureusement, nous allons voir le redémarrage de recrutement des talents, eh bien vous aurez eu cette expérience et vous pourrez revenir avec un vrai background intéressant. Il y a la barrière de la langue, c'est indéniable, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, en Afrique, aux États-Unis même, en Allemagne, en Asie, alors si pour la Chine quand même Viadeo est utile, c'est à peu près la seule chose, sinon je suis effectivement LinkedIn. Mais là, par exemple, jeudi soir, je vais au Maroc pour rencontrer des dirigeants d'entreprises marocaines, du Maghreb, d'Afrique. Il y a un tas d'opportunités sur le continent africain. Eh bien, il faut bouger et ça, je vous encourage vivement à le faire vous-même. Une interpellation, une autre question. Pardon, désolé. Je voudrais juste compléter ma réponse, madame. Il y a aussi un autre moyen d'être efficace, c'est d'aller nous voir sur les forums où on est. On est sur beaucoup de forums étudiants et de rentrer aussi en contact avec nous via de la cooptation. On fait beaucoup de cooptation. Donc, je vais juste ajouter ça. Ça suppose de connaître quelqu'un de chez Dassault Systèmes. Bon, enfin, on est 12 000, donc ça vous laisse une marge. Elle va venir vous voir d'ailleurs. Elle va faire, comme a dit Iri Barando, 1 heure avec vous. Et vous vous en souviendrez toute votre vie. Ah, ça... Monsieur. Oui, bonjour à tous. Grégoire Lefebvre, donc je suis ancien responsable d'Observatoire des métiers. Et j'avais une question sur la fonction ressources humaines. Comment va-t-elle évoluer dans les prochaines années pour répondre à cette reprise frémissante que vous avez évoquée et adapter les compétences, notamment à travers la formation, dans un contexte donc, de réforme de la formation à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous anticipez ces évolutions des ressources humaines et de la formation? Merci. Qui répond à ça? On va demander à Jean-Marie Marx, on va demander côté fonction publique, on va demander au privé, CNRS aussi. Mais je pense qu'on ne peut pas parler de manière générale. La fonction ressources humaines, elle dépend beaucoup de la stratégie, du projet effectivement de l'entreprise. Donc, je prends un seul exemple puisque vous l'évoquez sur la formation professionnelle. Les stratégies d'entreprise sont extrêmement variables. Si je prends un secteur que je connais un peu, celui de l'agroalimentaire, il y a des entreprises qui externalisent totalement la fonction effectivement en formation dans des services effectivement externes, d'autres qui le délocalisent d'ailleurs dans d'autres filiales qui se trouvent effectivement en Europe, voire ailleurs, d'autres effectivement qui ont continué donc à l'internaliser à l'intérieur de l'entreprise. Moi d'ailleurs au passage j'entendais effectivement le représentant de Dassault Systèmes, le fait que les entreprises conservent en interne un certain nombre de compétences me paraît absolument essentiel. Donc, on a eu beaucoup de mouvements d'externalisation à un moment donné. Certes, il faut externaliser, mais aussi garder des compétences en interne, effectivement, ne serait-ce que pour suivre l'externalisation. Donc là, on va peut-être
assister peut-être à des réajustements, enfin, qui me paraissent effectivement importants. Le développement de compétences, bien évidemment, tout le temps présent. Bon, vous évoquiez effectivement l'évolution en matière de formation professionnelle. Je crois que le sujet, ce n'est pas une obligation de dépenser, mais c'est bien une obligation de développer les compétences et de maintenir les compétences. Je pense que la plupart des grandes entreprises y sont largement, puisqu'elles dépensent au-delà de l'obligation légale en matière de formation professionnelle. Mais je crois que l'enjeu, effectivement, de la réforme, enfin, je pense notamment aux PME, c'est que finalement, chaque collaborateur s'empare de ces sujets, effectivement, de développement de compétences. C'est certes le sujet de l'entreprise, mais c'est aussi, chacun peut devenir, effectivement, davantage acteur de son parcours professionnel et de son évolution professionnelle. C'est un point important. Et il y a de la demande là-dessus. Je pense que les choses évoluent assez fortement. Si je vois l'APEC, on a complètement, j'allais dire, reciblé notre activité sur les cadres salariés en poste. Plus de 50% aujourd'hui de notre activité concerne des cadres salariés qui sont en poste et qui ne sont pas uniquement sur des problématiques de mobilité externe, mais qui sont aussi dans des problématiques de mobilité interne et d'évolution professionnelle. Donc ça, je crois que c'est très important lorsqu'on est effectivement dans une entreprise d'être en permanence en train de s'interroger sur son évolution professionnelle, sur son parcours professionnel, d'acquérir des compétences et de développer les compétences. Comme beaucoup de gens doivent partir, je vous propose de prendre juste cette dernière question, une réponse finale, et puis on les applaudira bien. Bonjour à tous, donc Selim Lalaoui, consultant en stratégie IT. J'aurais aimé avoir votre avis sur les profils à double compétence, école d'ingénieur plus master spécialisé en école de commerce, et notamment dans le cadre d'une reconversion professionnelle après 5-6 ans d'expérience, le taux d'employabilité par rapport aux entreprises du conseil ou auprès des directions stratégiques de l'entreprise. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ce type de profil. Qui répond à ça? Grosso modo, il est dans le ciblage parfait de ceux qui sont en vedette cette année. Jean-Marie Marx. Il n'y a pas de sujet. Si vous avez des doubles compétences, c'est bien évidemment plus. Mais ça ne doit pas se faire au détriment des compétences, de chacune des compétences que vous avez. Donc, bien évidemment, si vous faites des parcours mixtes, c'est un élément supplémentaire pour faciliter effectivement donc l'insertion. Ça me paraît évident. Une réaction juste sur ces doubles diplômes à la fois à école de commerce et du côté de la fonction publique, c'est le genre de profil qui vous intéresse? Alors, encore une fois, ce qu'on recherche, c'est pas forcément la nature de la formation, c'est les compétences détenues. Si la personne, par sa formation d'ingénieur, puis par un complément dans le domaine du relationnel, du marketing de service, est capable ensuite de prendre en charge des projets, des politiques qui sont qui sont tournés vers ce type de mobilisation de compétences. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que ce n'est pas a priori les profils en premier lieu que la fonction publique recherche, mais encore une fois, si la compétence est là, si la capacité, la motivation, l'intérêt pour le poste qui est proposé et cette dimension, voire l'expérience déjà développée, permet d'avoir des atouts, et la personne, de par les qualités qu'elle manifeste, sera retenue, et pas par sa formation forcément. C'est les qualités qu'elle aura développées grâce à sa formation et par son expérience. Bon, on l'a dit, positivons, mais on est dans une phase de stabilisation. Il y a encore beaucoup de si, mais il faut s'accrocher. Merci à vous. Moi, j'ai 3 propositions à vous faire. La première, c'est qu'on pourrait peut-être commencer à prendre un petit déjeuner. Et donc, on va quitter ceux qui sont à distance. Il y a plus de 2000 personnes qui se sont connectées ce matin pour écouter ce débat. Deuxième proposition, j'ai fait fermer les portes extérieures. Les gens de ressources humaines ont l'habitude d'être séquestrés. Ils ne partiront pas sans avoir entendu la totalité de vos questions individuelles. Et donc, on va prolonger ça par des échanges individuels. Mais la troisième chose avant, je vous propose de les applaudir très chaleureusement.